Rosaline se rappelait encore cette voix moqueuse qui avait retenti lors de la réception, comme si le destin avait décidé de lui jouer un tour cruel. Quelqu'un avait murmuré en fixant la scène avec un mélange d'incrédulité et de curiosité. N'était-ce pas cette pauvre ex-femme de Jérôme? Elle croyait qu'elle était stérile. Comment avait-elle pu avoir des triplés? Rosaline avait souri intérieurement, se disant que la vie avait parfois cette manière étrange de boucler la boucle. Parfois, la personne qui vous brisait le cœur devenait précisément la raison pour laquelle vous découvriez à quel point vous étiez forte au fond de vous. Elle s'appelait Rosaline, et c'était l'histoire de la façon dont elle était passée de la femme qui avait tout donné à un homme qui ne lui avait rien rendu, à celle qui était entrée dans son mariage avec des triplés sur les hanches et une dignité intacte dans le cœur. Avant de poursuivre, elle avait demandé à son auditoire un petit service, qu'ils appuient sur le bouton d'abonnement, qu'ils likent la vidéo et qu'ils laissent un commentaire avec leur pays d'origine. Elle adorait savoir d'où ils l'écoutaient. « Merci », avait-elle ajouté. Mais revenons au début, parce que toute fin mérite un commencement approprié. Elle avait épousé Jérôme à 23 ans. À 23 ans, elle débordait d'espoir au point que cela irradiait de sa peau. Elle croyait aux contes de fées, vous savez. Elle croyait que l'amour triomphait de tout, qu'une bonne femme pouvait transformer un homme en le rendant meilleur par son amour. Que le mariage était cette chose sacrée, où deux personnes construisaient ensemble quelque chose de beau. Jérôme était beau de cette manière qui rendait ses amies jalouses et sa mère nerveuse. Femme 85, peau lisse et sombre, un sourire capable de décoller la peinture des murs et une éloquence qui vous faisait sentir comme si vous étiez la seule femme au monde. Quand il l'avait demandée en mariage, devant cette petite église d'Atlanta où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, elle s'était sentie comme la femme la plus chanceuse du monde. Le premier drapeau rouge aurait dû être son fils. Fred? Pas Fred lui-même, cet enfant était innocent dans toute cette affaire. Mais la façon dont Jérôme parlait de la mère de Fred, Véronica, elle n'était qu'une erreur, disait-il chaque fois qu'elle mentionnait le fait qu'ils continuaient à se parler régulièrement. « Tu es ma femme maintenant, bébé. Tu es mon avenir. » Elle avait avalé ces mots comme un médicament, amer mais nécessaire. Elle s'était dit que aimer Jérôme signifiait accepter tout de lui, y compris son passé. Elle s'était dit que être une bonne épouse impliquait de soutenir son mari, même quand ce soutien ressemblait à avaler du verre pilé. Le deuxième drapeau rouge avait été la manière dont il l'avait traité quand il n'avait pas pu concevoir tout de suite. Mois après mois, elle prenait ses tests, espérant et priant pour voir deux petites lignes. Mois après mois, rien. Et Jérôme s'assurait qu'elle sache de qui il pensait que c'était la faute. « Mon garçon est costaud », disait-il en désignant les photos de Fred sur le manteau de la cheminée. « J'ai déjà la preuve que je peux faire des bébés. Alors qu'est-ce qui cloche chez toi? Qu'est-ce qui cloche chez toi ?» Ces 4 mots étaient devenus la bande-son de leur mariage. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Quand le dîner n'était pas exactement comme il l'aimait. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Quand elle lui demandait de passer moins de temps à texter Véronica. Qu'est-ce qui cloche chez toi quand elle suggérait qu'ils aillent tous les deux chez le médecin pour comprendre pourquoi ils n'arrivèrent pas à concevoir? Je ne vais pas chez le docteur, aboyait-il. J'ai un fils en pleine forme qui court partout. C'est tout ce qu'il me faut pour savoir que tout fonctionne en bas. Alors, elle y était allée seule. Mois après mois, rendez-vous après rendez-vous, test après test. Elle s'était laissée piquer, broder, examiner chaque centimètre de son système reproducteur. Elle avait bu ces horribles boissons de contraste pour les imageries. Elle s'était allongée sur ces tables froides pendant que les machines bourdonnaient autour d'elle. Elle s'était soumise à des procédures qui la laissaient plier en deux par les crampes, saignant et pleurant seule sur les parkings des hôpitaux. Et vous savez quoi? Tous ces tests montraient qu'elle était parfaitement, complètement à 100% fertile et en bonne santé. Ses ovules étaient bons, ses trompes étaient ouvertes. Ses niveaux hormonaux étaient impeccables, comme dans les manuels. Il n'y avait absolument rien qui clochait chez elle. Mais Jérôme ne voulait pas l'entendre. Quand elle était rentrée à la maison avec les résultats, vibrant quasiment de soulagement et d'espoir, il avait à peine levé les yeux de son téléphone. « C'est bien, bébé », avait-il marmonné, les doigts volant sur l'écran, probablement en train de texter Véronica encore une fois. « Jérôme, ça veut dire que le problème n'est pas chez moi », avait-elle commencé, mais il l'avait coupé, levant enfin les yeux avec un regard qui s'était refroidi. « J'ai la preuve qui marche et qui m'appelle papa. Ne commence pas avec ces bêtises. » La douleur physique était déjà assez dure. Jérôme avait des mains rapides à attraper, rapides à serrer un peu trop fort quand il était frustré. Il ne l'avait jamais frappé. Il était trop malin pour ça, trop soucieux de son image.
Mais il trouvait d'autres moyens de la blesser. Une prise sur son poignet qui laissait des marques, des doigts qui s'enfonçaient dans ses épaules quand il voulait faire passer un point. Le genre de contact qui semblait affectueux de l'extérieur, mais qui lui paraissait des avertissements. La douleur émotionnelle était pire. Jérôme était un artiste pour la rabaisser. Il savait exactement quels mots coupèrent le plus profond, exactement comment la faire se sentir petite, insignifiante et reconnaissante pour les miettes d'attention qu'il lui jetait. « Tu as de la chance que je t'ai épousée », disait-il pendant leur dispute. La plupart des hommes ne voudraient pas d'une femme qui ne peut pas leur donner d'enfants. Peut-être que si tu passais moins de temps à jacasser et plus de temps à comprendre ce qui cloche chez toi, on aurait une famille maintenant. Véronica n'a jamais eu de problème pour tomber enceinte. Peut-être que le problème n'est pas les hommes. Peut-être que le problème c'est toi. 6 ans. 6 ans de ça. 6 ans à encaisser sa colère, son blâme, sa cruauté, et à se convaincre que c'était à ça que ressemblait le mariage. 6 ans à le regarder texter son ex-petite amie, à faire semblant de ne pas remarquer quand il s'éclipsait pendant des heures sans explication, à mentir éveillé la nuit en se demandant ce qu'elle faisait de mal. 6 ans à lui donner tout, son amour, sa loyauté, son respect de soi et finalement son argent. L'histoire de l'argent avait commencé quand le boulot de Jérôme au garage automobile avait ralenti. Les affaires étaient mauvaises, avait-il dit. Ils réduisèrent les heures. Ils étaient en retard sur le loyer, sur les paiements de la voiture, sur tout. Elle l'avait vu devenir de plus en plus frustrée, de plus en plus en colère. Et cette colère finissait toujours par se retourner contre elle. Elle avait économisé de l'argent. Pas beaucoup. Son job au grand magasin ne payait pas grand-chose, mais elle était prudente. Elle coupait des coupons, achetait des marques génériques, sautait le déjeuner plus souvent qu'elle ne mangeait. Au fil des ans, elle avait réussi à mettre de côté 12 000 $. C'était censé être leur nid d'épargne. De l'argent pour une maison un jour, ou peut-être pour des traitements de fertilité s'ils décidaient d'aller dans cette direction. Jérôme avait découvert cet argent un mardi. Elle ne se rappelait même pas comment le sujet était sorti. Mais soudain, il la fixait avec un regard qu'elle n'avait jamais vu avant. Pas de la colère, pas de la frustration, mais quelque chose qui ressemblait presque à de la faim. 12 000, avait-il répété. Tu as laissé traîner 12 000 pendant que je stressais pour les factures ici. Je les économisais pour nous, avait-elle dit vite, reconnaissant le danger dans sa voix. Pour notre avenir, pour quand nous. Notre avenir, c'est maintenant, l'avait-il interrompu. J'ai une opportunité, Rosaline. Une vraie opportunité. Mon pote Damon, il ouvre un 2e local pour son affaire de pressing. Il a besoin d'un partenaire, quelqu'un pour gérer le nouveau spot. Ça pourrait être ça, bébé. Ça pourrait être notre porte de sortie. Elle aurait dû dire non. Chaque instinct de son corps hurlait de dire non. Mais Jérôme la regardait avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'amour. Il lui parlait comme à une partenaire au lieu d'un problème. Et elle était si désespérée de ce sentiment qu'elle avait ignoré tous les drapeaux rouges. Combien il lui faut? S'était-elle entendue demander? Tout, avait dit Jérôme vite. Les 12 000 entiers. Je sais que c'est beaucoup, bébé, mais pense-y, c'est notre chance. Une fois que l'affaire décolle, on récupère cet argent en un rien de temps. Et peut-être, avait-il continué en se rapprochant, ses mains douces sur son visage pour une fois. Peut-être qu'une fois que je ne serai plus stressé par l'argent, on pourra vraiment se concentrer sur fonder notre famille. L'espoir dans ces mots était comme une drogue. Elle était si désespérée de croire que leur problème venait juste de l'argent, qu'une fois les finances réglées, tout le reste s'alignerait. Elle était si désespérée de croire que Jérôme pouvait l'aimer comme elle l'aimait. Cette nuit-là, elle lui avait donné tout. Elle avait vidé son compte épargne et lui avait tendu chaque centime qu'elle avait durement gagné. Et Jérôme l'avait serré contre lui et avait murmuré des promesses à son oreille sur comment tout allait changer, comment c'était le début de leur vraie vie ensemble. Elle l'avait enregistré cette nuit-là sur son téléphone. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être qu'une partie d'elle savait qu'elle avait besoin de se protéger, ou peut-être qu'elle voulait juste capturer ce moment où Jérôme semblait l'aimer à nouveau. Quelle que soit la raison, elle était reconnaissante pour cet enregistrement. Maintenant, l'affaire de pressing avait décollé. En 6 mois, Jérôme gagnait plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu. L'entreprise rapportait des milliers de dollars chaque mois, et Jérôme paradait avec la poitrine bombée comme s'il avait bâti un empire. Mais la chose drôle à propos du succès, c'est qu'il n'avait pas rendu Jérôme meilleur envers elle. Si quoi que ce soit, ça l'avait rendu pire. Maintenant qu'il avait de l'argent et de la confiance, il avait commencé à agir comme s'il était trop bien pour la femme
qui avait rendu tout ça possible. Il avait commencé à rentrer plus tard, à s'habiller mieux, à sentir le parfum qu'elle ne lui avait pas acheté, à lui parler comme à une employée au lieu d'une épouse. Les textos avec Véronica étaient devenus des appels. Les appels étaient devenus des visites pour voir son fils. Les visites étaient devenues des nuits complètes parce que Fred avait une pièce de théâtre à l'école, ou un match de foot, ou juste parce que Jérôme avait envie d'y être. Et elle travaillait toujours au grand magasin, peinait toujours à payer les courses, pendant que Jérôme dépensait des centaines de dollars en vêtements neufs et dîners chers auxquels elle n'était pas invitée. Elle dormait toujours seule dans leur lit, pendant qu'il prétendait travailler tard ou gérer des affaires. La fin était arrivée un jeudi. Elle s'en rappelait parce qu'elle avait prévu de faire le dîner préféré de Jérôme, du poulet frit et des macaronis au fromage. Et elle voulait le surprendre avec la nouvelle qu'elle avait enfin économisé assez pour prendre ses vacances dont il parlait. Ce n'était pas grand-chose, juste un week-end à Savannah, mais elle pensait que ça pourrait leur faire du bien de s'éloigner ensemble. Elle était rentrée tôt du travail, les bras chargés de courses, les clés tintant alors qu'elle essayait d'ouvrir la porte d'entrée. C'est là qu'elle avait entendu des voix venant de l'intérieur de la maison. La voix de Jérôme et une autre qu'elle avait reconnue immédiatement. Véronica. Elle était restée figée sur son propre porche, écoutant son mari rire avec son ex-petite amie dans leur salon, les écoutant parler de leurs plans comme si elle n'existait pas. « Elle est si pathétique », disait Véronica, sa voix portant cette cruauté particulière qui ne vient que des femmes qui se croient en train de gagner. « Elle joue encore à la petite maison, comme si vous aviez un vrai mariage. »« Mec, je ne peux plus continuer comme ça longtemps », avait répondu Jérôme, et son cœur s'était arrêté de battre. « Je gagne bien ma vie maintenant. Je n'ai plus besoin d'elle. Alors qu'est-ce que tu attends? Divorce-la juste, c'est pas si simple. Elle pourrait essayer de s'en prendre à l'entreprise. Et techniquement, elle m'a aidé à démarrer. Combien elle a pu t'aider au juste? » Jérôme avait ri, et le son l'avait traversé comme une lame. Il lui a donné 12 000 $ pour lancer l'entreprise. Elle a vidé tout son compte épargne. « Et tu les as juste pris ?» Véronica avait l'air impressionnée. Prise et courue avec. « Cette femme est si désespérée pour que je l'aime. Elle me donnerait probablement ses reins si je demandais gentiment. » Ils avaient tous les deux ri à ça. Ri de son désespoir, de son amour, de son sacrifice. Ri de la femme qui avait tout donné pour un homme qui la voyait comme rien de plus qu'un compte en banque avec des jambes. Elle s'était reculée de la porte lentement, tout son corps tremblant. Elle était restée dans sa voiture pendant 2 heures, pleurant jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes, essayant de savoir quoi faire de cette information. Quand elle était enfin rentrée, Jérôme était seul assis sur le canapé comme si rien ne s'était passé. « Salut bébé », avait-il dit nonchalamment sans même lever les yeux de la télé. « C'est quoi pour le dîner ?» Elle avait voulu le confronter. Elle avait voulu hurler, jeter des objets, exiger des réponses. Mais elle était si brisée, si fatiguée qu'elle était juste allée à la cuisine et avait commencé à cuisiner. Elle avait fait son poulet frit et ses macaronis au fromage. Et elle l'avait regardé les manger pendant que son cœur se brisait en morceaux de plus en plus petits. 3 jours plus tard, il avait demandé le divorce. Il n'avait même pas eu la décence de s'asseoir avec elle pour en parler comme un adulte. Il était juste rentré du travail un jour et avait jeté des papiers sur la table de la cuisine pendant qu'elle lavait la vaisselle. « Signe ça », avait-il dit simplement. « C'est quoi ?» avait-elle demandé, même si elle le savait déjà. « Les papiers de divorce. Je veux sortir de là, Roselaine. » Ça ne marche pas. Elle s'était retournée lentement, la serviette à vaisselle encore dans les mains. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il avait haussé les épaules comme s'il parlait de la météo. Tout. On n'a pas d'enfant. On se parle à peine. Et honnêtement, je ne t'aime plus comme ça. La cruauté nonchalante lui avait coupé le souffle. 6 ans de mariage et voilà comment ça finissait. Des papiers sur une table et un haussement d'épaules. « Jérôme, on peut travailler là-dessus » avait-elle dit désespérément. « On peut aller en counseling, on peut... » Nan l'avait-il interrompu, déjà en route vers la porte. « J'en ai marre de bosser là-dessus. Signe les papiers, Rosen. Rends ça facile pour nous deux. Et l'entreprise. L'argent que je t'ai donné ?» Il s'était arrêté à la porte, et pendant une seconde, elle avait cru voir quelque chose comme de la culpabilité traverser son visage. Mais c'était parti si vite qu'elle avait pu l'imaginer. C'était un cadeau, avait-il dit enfin. Tu ne peux pas reprendre un cadeau. Il n'y avait pas de contrat prénuptial. Jérôme avait été si confiant en leur amour qu'il avait insisté pour qu'il n'en ait pas besoin. On sera ensemble pour toujours, bébé, avait-il dit. Mais apparemment, le toujours avait une date d'expiration. En un mois, Véronica et Fred emménageaient dans leur maison.
En 2 mois, le divorce était final. En 3 mois, elle chargeait tout ce qu'elle possédait dans le coffre de sa Honda Civic et s'éloignait de la vie qu'elle avait construite avec un homme qui ne la méritait pas. Elle n'avait rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de mari, pas d'enfant. À 29 ans, elle repartait de zéro absolu et le seul endroit où aller était chez elle, à Chicago, pour vivre avec sa mère. Sa mère était malade quand elle était arrivée. Elle l'était depuis un moment, mais elle n'avait pas voulu l'inquiéter. Diabète et hypertension. Le médecin disait qu'elle devait changer son régime, réduire le stress, mieux prendre soin d'elle. Mais comment faire quand elle travaillait 2 jobs juste pour payer ses médicaments? Elle avait possédé un petit restaurant autrefois, des années plus tôt. Rien de fancy, juste un petit endroit qui servait de la bonne cuisine maison aux travailleurs du quartier. Mais quand elle était tombée malade, elle n'avait plus pu suivre les exigences de gérer un restaurant. L'endroit était fermé depuis 2 ans, quand Rosaline était revenue et ça se voyait. « Je suis désolé que tu me vois comme ça, bébé », avait dit sa mère leur première nuit, la regardant avec des yeux pleins de tristesse et d'amour. « J'aurais voulu t'offrir plus quand tu rentrais à la maison. Maman, tu n'as rien à t'excuser, » lui avait-elle dit, tenant ses mains dans les siennes. « C'est moi qui devrais être désolée. J'aurais dû être là pour t'aider au lieu de courir après un homme qui ne me voulait pas. N'ose pas te blâmer pour avoir aimé quelqu'un, » avait dit sa mère fermement. « Ce n'est pas une faiblesse, Rosaline. C'est une force. Le fait que tu puisses aimer si pleinement, si complètement, même quand ça fait mal, c'est un don. Ne le laisse pas te l'enlever. » Mais ça lui semblait qu'il avait tout pris. Elle était brisée, vidée, une coquille de la femme qu'elle avait été. Elle ne dormait pas, mangeait à peine, passait la plupart de ses jours à fixer le plafond en se demandant comment elle avait tout raté. C'est pendant un de ces jours sombres qu'elle l'avait remarqué pour la première fois. Roberts. Il était grand et mince, avec des yeux gentils et un appareil photo autour du cou. Il avait été embauché pour documenter les efforts de revitalisation du quartier. Et il revenait sans cesse demander s'il pouvait filmer l'ancien restaurant. Je sais qu'il est fermé, mais il y a quelque chose de beau dans les os de cet endroit. Je vois l'amour qui y a été mis. Sa mère l'avait aimé immédiatement. Elle l'avait invité pour un café et avait passé des heures à lui raconter des histoires sur l'âge d'or du restaurant, sur les gens qui venaient pour le dîner du dimanche, sur la communauté qui s'était formée autour de son petit lieu. Rosaline se cachait surtout dans sa chambre pendant ses premières visites. Elle n'était pas prête à être autour des gens, pas prête à prétendre aller bien quand tout en elle semblait brisé. Mais Roberts était persistant de la manière la plus douce possible. « Tu n'as pas à me parler », avait-il dit un jour en la trouvant assise sur le porche arrière où elle pensait pouvoir l'éviter. « Mais est-ce que je peux m'asseoir ici avec toi? Parfois, c'est bien d'avoir juste de la compagnie. » Et il s'était assis sans parler, sans pousser, juste en étant là. C'était la première fois en mois qu'elle se sentait respirer correctement. Il lui avait fallu 3 mois pour lui raconter ce qui s'était passé. 3 mois de lui qui se montrait constant, apportant des courses pour sa mère, aidant avec de petites réparations autour de la maison, les traitant toutes les deux avec une gentillesse qu'elle avait oubliée dans le monde. Quand elle lui avait enfin parlé de Jérôme, du mariage, de l'argent et de la façon dont tout s'était terminé, elle s'attendait à de la pitié. Elle s'attendait à ce qu'il la regarde comme si elle était abîmée, comme la plupart des gens le font quand ils entendent des histoires comme la sienne. Au lieu de ça, Roberts s'était mis en colère. Pas contre elle, mais pour elle. Cet homme est un idiot, et un jour il réalisera ce qu'il a perdu. « Je lui ai donné tout », avait-elle murmuré, les mots lui coupant la gorge en sortant. « Mon argent, mon amour, ma vie, tout. Et ce n'était pas assez. Ce n'était pas que tu n'étais pas assez, » avait dit Robert doucement. C'était qu'il n'était pas assez homme pour reconnaître ce qu'il avait. Doucement, prudemment, elle avait commencé à reconstruire. Pas juste sa vie, mais elle-même. Elle avait commencé la thérapie, travaillant à travers le trauma de son mariage et la dépression qui s'était posée sur elle comme une couverture épaisse. Elle avait commencé à aider sa mère avec ses rendez-vous médicaux, s'assurant qu'elle mangeait bien et prenait ses médicaments. Et elle avait commencé à regarder l'ancien restaurant avec de nouveaux yeux. Le bâtiment était solide, juste fatigué. L'équipement de cuisine était vieux mais fonctionnel. La salle à manger avait besoin de travaux, mais les eaux étaient bons, comme Roberts l'avait dit. Et elle avait commencé à avoir une idée. Et si on ne le rouvrait pas comme un restaurant traditionnel? Et si on en faisait quelque chose de différent? Quelque chose qui collait aux besoins changeants du quartier? Elle avait commencé à rechercher. Elle avait passé des heures à la bibliothèque à apprendre sur les food trucks et les concepts grab and go.
sur l'alimentation saine et les services de meal prep. Elle avait étudié des petites entreprises réussies, lu tout ce qu'elle pouvait sur l'entrepreneuriat, le marketing et le service client. L'idée qui se formait était simple. Des repas sains et abordables pour les gens occupés. Des salades fraîches et des bols de grains, des smoothies et des jus pressés à froid. Des contenants de meal prep que les familles actives pouvaient attraper en rentrant. De la nourriture qui nourrissait les corps au lieu de juste les remplir. Mais les idées ne payent pas les factures, et elle n'avait pas d'argent pour transformer sa vision en réalité. Alors, elle avait commencé petit. Elle avait trouvé un job dans un supermarché voisin, travaillant des shifts tôt le matin, remplissant les étagères et passant à la caisse. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête, et chaque paie la rapprochait un peu de son but. Les soirs, elle expérimentait. Elle transformait la cuisine de sa mère en labo de test, essayant différentes recettes et combinaisons, apprenant sur la nutrition, les profils de saveurs et la sécurité alimentaire. Sa mère était devenue sa testeuse et sa plus grande supportrice. « C'est ça, bébé », avait-elle dit une nuit après avoir goûté un bol de quinoa que Rosaline avait fait avec des légumes rôtis et une sauce au tahini. Ça va tout changer. Elle voulait la croire, mais elle avait peur. Peur d'échouer, peur de perdre ce qu'elle avait économisé de peu, peur de se mettre en avant pour se faire renverser à nouveau. C'est là que Roberts avait fait son offre. « Laisse-moi t'aider », avait-il dit un soir alors qu'elle rangeait après une autre nuit de tests de recettes. « Je documente les changements du quartier de toute façon. Laisse-moi documenter ton voyage aussi. » « Roberts, je n'ai pas d'argent pour te payer, » l'avait-il interrompu. « Je ne demande pas d'argent. Je demande à faire partie de quelque chose de significatif. Je crois en ce que tu fais, Roslyn. Je crois en toi. » En y repensant, ça avait peut-être été le moment où elle avait commencé à tomber amoureuse de lui, même si elle était trop effrayée et trop brisée pour le reconnaître à l'époque. La façon dont Robert se montrait jour après jour, la façon dont il voyait du potentiel en elle quand elle ne pouvait pas le voir elle-même. Il avait commencé à filmer tout. Ses trajets tôt le matin au marché des fermiers, ses sessions de prep tard la nuit, ses expériences ratées et ses petites victoires. Il ne la faisait jamais se sentir obligée de performer pour la caméra ou d'être quelqu'un d'autre. Il documentait juste la vérité de ce qu'elle construisait, un petit pas à la fois. Il avait fallu 2 ans pour économiser assez pour commencer les rénovations du restaurant. 2 ans de shift double et de nouilles instantanées. Et de dire non à chaque dépense qui n'était pas absolument nécessaire. 2 ans de Roberts qui lui demandait de sortir et d'elle qui disait qu'elle n'était pas prête. Elle guérissait encore. Elle avait besoin de se concentrer sur construire quelque chose pour elle avant de pouvoir construire quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre. « Je ne vais nulle part », disait-il chaque fois qu'elle le repoussait. « Je serai là quand tu seras prête. » Et il l'était. À travers chaque revers et petite victoire, chaque moment de doute et éclair d'inspiration, Roberts était là avec sa caméra et sa foi silencieuse en ce qu'elle construisait. La rénovation était lente et prudente. Elle ne pouvait pas se permettre d'embaucher des contracteurs. Alors, elle avait appris à faire autant qu'elle pouvait elle-même. YouTube était devenu son professeur alors qu'elle apprenait à poser des carreaux, à peindre et à installer des fixtures. Roberts aidait quand il pouvait et lentement, le vieux restaurant fatigué se transformait en quelque chose de lumineux et accueillant. Elle l'avait appelé Nourish, en l'honneur de sa mère, parce qu'elle avait toujours cru que la nourriture devait faire plus que remplir l'estomac. Elle devait nourrir l'âme. Le logo était simple, un cœur fait de feuilles entrelacées, représentant l'amour mis dans chaque repas. Ils avaient ouvert un mardi de mars, 2 ans et demi après qu'elle était revenue à Chicago avec rien. Elle avait eu peur que personne ne vienne, que tout ce travail soit pour rien. Mais à midi, il y avait une file d'attente dehors. Les gens adoraient ce qu'ils offraient. De la nourriture fraîche et saine qui ne ruinait pas le budget. Des repas pratiques mais pas transformés. Nourrissants mais pas prétentieux. Le bar à smoothies était devenu particulièrement populaire. Les parents occupés pouvaient attraper un petit déj pour eux et leurs enfants. Les travailleurs pouvaient se charger pour les shifts d'après-midi. Les seniors pouvaient avoir les fruits et légumes que leur docteur recommandait, mais le succès n'était pas arrivé du jour au lendemain. La première année, elle peinait à peine à équilibrer les comptes. Elle travaillait 16 heures par jour, faisant tout de la prep alimentaire au service client à la comptabilité. Il y avait des nuits où elle tombait dans le lit si fatiguée qu'elle ne pouvait même pas enlever ses chaussures. Des matins où elle se réveillait en se demandant si elle avait la force de tout refaire. Roberts continuait à filmer à travers tout ça. Pas juste les moments jolis, mais les vrais. Elle pleurant sur un blender cassé à 3 heures du matin. Elle célébrant quand ils avaient eu leur premier jour à $100.
Elle apprenant lentement à sourire à nouveau, à rire à nouveau, à croire en elle à nouveau. « Tu devrais poster ces vidéos, lui disait-il sans cesse. Les gens ont besoin de voir cette histoire. » Mais elle n'était pas prête à être publique encore. Elle se protégeait toujours, gardait la tête baissée et se concentrait sur le travail. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que Jérôme ou quiconque de son ancienne vie la voie lutter, la voie échouer. Et si ça ne marche pas, avait-elle demandé à Roberts une nuit, alors qu'il rangeait après une journée particulièrement chargée. « Alors on trouvera autre chose », avait-il dit simplement. « Mais Roselaine, et si ça marche? Et si c'est exactement ce que tu es censé faire ?» À la fin de leur 2e année, elle savait qu'il avait raison. Nourish ne marchait pas juste, il prospérait. Ils avaient des clients réguliers qui venaient tous les jours, des familles qui planifiaient leurs repas hebdomadaires autour de ce qu'ils offraient. Elle avait embauché 2 employés à temps partiel et ils regardaient pour étendre les heures. Plus important, elle prospérait aussi. La femme brisée qui avait quitté Atlanta était partie, remplacée par quelqu'un de plus fort, plus confiant, plus sûr de sa propre valeur. Elle était toujours prudente avec l'amour, protégeait toujours son cœur, mais elle n'avait plus peur de son ombre. C'est là qu'elle avait enfin dit oui à Roberts. C'était un vendredi soir, et ils fermaient le restaurant ensemble comme ils l'avaient fait des centaines de fois. Mais quelque chose semblait différent cette nuit-là. Peut-être la façon dont le soleil couchant filtrait par les fenêtres, ou peut-être juste qu'elle avait enfin atteint l'endroit où elle se sentait entière à nouveau. « Roberts » avait-elle dit alors qu'il rangeait son équipement caméra. « Ouais, demande-moi à nouveau. » Il avait levé les yeux vers elle, et elle avait vu la compréhension Downer dans ses yeux. « Rosalind Johnson » avait-il dit, posant sa caméra et marchant vers l'endroit où elle se tenait derrière le comptoir. « Veux-tu dîner avec moi ?»« Oui » avait-elle dit, et ça avait semblé le premier mot honnête qu'elle avait prononcé en années. « J'adorerais. » Leur première date était dans un petit endroit italien downtown. Rien de fancy, juste de la bonne nourriture et une conversation facile, mais ça avait semblé rentrer chez soi d'une manière que son mariage avec Jérôme n'avait jamais eue. Robert s'écoutait quand elle parlait, riait à ses blagues, posait des questions pensées sur ses rêves pour le restaurant. « J'ai une confession », avait-il dit au dessert. « Je suis amoureux de toi depuis 2 ans. » Son cœur aurait dû s'emballer. Elle aurait dû avoir peur ou se sentir submergée ou incertaine. Au lieu de ça, elle s'était sentie paisible. « Je sais », avait-elle dit. « Et je pense que je suis prête à t'aimer en retour. » Ils avaient pris leur temps. Robert l'avait vue à son point le plus bas, l'avait vue se rebâtir de rien, et il comprenait qu'elle avait besoin de faire confiance à son rythme. Mais la fondation de leur relation était solide d'une manière que son mariage avec Jérôme n'avait jamais été. Elle était bâtie sur l'amitié et le respect mutuel, sur des valeurs partagées et une affection genuine. 6 mois après leur premier date, Roberts avait demandé sa main, pas avec une grande production ou des gestes grandioses, mais tranquillement, un dimanche matin, alors qu'il préparait les légumes pour la semaine. « Épouse-moi », avait-il dit simplement, levant les yeux des oignons qu'il coupait. « D'accord », avait-elle dit tout aussi simplement. « D'accord, d'accord. » Il s'était marié à la mairie un jeudi avec sa mère et les parents de Robert comme témoins. Elle portait une simple robe blanche de Target et tenait un bouquet de tournesol du marché des fermiers. Ce n'était rien comme son premier mariage avec sa cérémonie d'église élaborée et des centaines d'invités. Mais c'était parfait parce que c'était réel. 3 mois après leur mariage, 2 choses incroyables étaient arrivées presque en même temps. D'abord, Roberts l'avait convaincue de laisser poster certaines des vidéos qu'il avait prises au fil des ans. Elle était toujours nerveuse d'être publique, toujours protectrice de la vie qu'elle avait bâtie, mais elle faisait confiance à son jugement. La première vidéo qu'il avait postée était simple, juste elle expliquant sa philosophie derrière Nourish, parlant de comment la nourriture devait nourrir corps et âme. Il l'avait filmée pour que son visage ne soit pas clairement visible, respectant son désir de privacy, tout en partageant le cœur de ce qu'il faisait. Cette vidéo avait eu 10 000 vues la première semaine, puis 5 000, puis 50 000. Les gens la partageaient, commentaient, demandaient où trouver de la nourriture comme ce qu'elle faisait. Des blogueurs food avaient commencé à contacter pour des interviews. Des stations de news locales voulaient faire des features. Les commandes avaient commencé à pleuvoir, pas juste des clients locaux, mais de gens partout dans le pays qui voulaient essayer leur contenant de meal prep et mix de smoothies. Ils étaient passés de servir quelques centaines de personnes par semaine à expédier des produits nationwide.
La deuxième chose incroyable était arrivée 2 semaines après que la première vidéo soit devenue virale. Elle travaillait tard, une nuit, essayant de suivre toutes les nouvelles commandes, quand elle s'était sentie étourdie. Au début, elle avait pensé que c'était juste l'épuisement. Elle travaillait 18 heures par jour pour scaler la production. Mais quand la nausée avait frappé, elle avait su. Elle avait pris 3 tests de grossesse cette nuit-là, tous positifs. Quand elle avait dit à Roberts le matin suivant, il avait pleuré. Des larmes heureuses, une joie overwhelming à l'idée de fonder une famille ensemble. Mais elle avait peur. Après des années à essayer avec Jérôme, après s'être fait dire encore et encore quel était le problème. L'idée d'être enceinte semblait presque trop belle pour être vraie. Et si quelque chose tourne mal, avait-elle murmuré à Roberts alors qu'ils étaient assis dans le bureau du docteur en attendant son premier rendez-vous. Alors on gérera ensemble, avait-il dit, serrant sa main. Mais Roselaine, et si tout se passe bien? Tout s'était passé bien, mieux que bien. À 8 semaines, l'échographie montrait pas 1 mais 3 battements de cœur, des triplés, 3 bébés sains qui grandissaient, décidant d'entrer dans le monde ensemble. Elle avait pensé à Jérôme à ce moment, à toutes les fois où il l'avait blâmé pour leur incapacité à concevoir. L'ironie n'était pas perdue pour elle. Avec le bon partenaire, avec un homme qui l'aimait vraiment et la supportait, son corps n'avait pas seulement conçu mais créé 3 vies d'un coup. Des triplés, avait dit Robert avec émerveillement, fixant l'écran d'échographie avec des larmes aux yeux. On va avoir des triplés. La grossesse n'avait pas été facile. Porter 3 bébés mettait une strain sur son corps qu'elle n'avait pas anticipée. Elle avait dû se retirer des opérations quotidiennes de Nourish, faisant confiance à ses employés, pour garder les choses en route pendant qu'elle se concentrait sur faire grandir leurs filles. Oui, des filles. 3 petites miracles parfaits qui étaient venues au monde saines et fortes. Les tenir pour la première fois, regarder leur visage et voir les yeux de Roberts et son nez, elle avait senti une complétude qu'elle n'avait jamais pensé possible. « Regarde ce qu'on a fait », avait murmuré Roberts alors qu'ils étaient assis dans le lit d'hôpital, chacun tenant un bébé pendant que la 3e dormait paisiblement dans son berceau. « Regarde ce qu'on a fait », avait-elle acquiescé. Mais elle ne parlait pas juste de leur fille. Elle parlait de tout. L'entreprise, leur mariage, la vie qu'ils avaient bâtie ensemble, la femme qu'elle était devenue. Pour les 2 années suivantes, ils avaient vécu tranquillement, mais abondamment. L'entreprise continuait à prospérer avec les produits Nourish maintenant disponibles dans des supermarchés à travers le pays. Ils avaient acheté une belle maison avec un grand backyard pour que les filles jouent. Ils avaient acheté une maison à sa mère aussi, pour s'assurer qu'elle ait tout ce qu'il fallait pour sa santé et son bonheur. Mais ils gardaient leur vie personnelle privée. Elle n'était toujours pas prête à être pleinement publique, toujours protectrice de sa famille et de sa paix. Les vidéos que Roberts postait pour l'entreprise ne montraient jamais leur visage clairement, ne révélaient jamais de détails sur leur vie perso. Autant que le monde savait, Nourish était une marque réussie bâtie par une femme qui valorisait sa privacy. Elle pensait parfois à Jérôme, se demandait comment il allait, s'il était heureux de ses choix, mais ses pensées ne faisaient plus mal. C'était juste des curiosités, comme se demander sur un personnage d'un livre lu il y a longtemps. Elle avait effacé tout de son ancienne vie quand elle avait quitté Atlanta. Nouveau numéro de téléphone, nouveaux comptes sociaux, tout neuf. Autant que Jérôme savait, elle avait disparu dans l'air. Et c'était exactement comme elle voulait jusqu'à cet appel du dimanche qui avait tout changé. Ils avaient leur dîner familial hebdomadaire. Elle, Roberts, les filles et sa mère. Les filles avaient 2 ans maintenant, marchaient et parlaient, et se mettaient dans tout avec l'énergie intrépide que seuls les toddlers ont. Roberts courait après Zoé dans le salon pendant qu'elle aidait sa mère à dresser la table. Zara et Zuri jouaient avec des blocs dans le coin, leurs petites têtes penchées ensemble en concentration. C'était parfait, paisible, exactement le genre de vie dont elle avait toujours rêvé. C'est là que le téléphone de sa mère avait sonné. Elle avait presque pas répondu. C'était un numéro inconnu, et ils avaient une règle de ne pas répondre aux appels étranges pendant le temps famille, mais quelque chose l'avait fait décrocher. « Allô » avait-elle dit, balançant le téléphone, entre son épaule et son oreille, alors qu'elle continuait à plier les serviettes. Elle avait vu son visage changer alors qu'elle écoutait qui était à l'autre bout. Ses yeux avaient trouvé les siens à travers la pièce, et elle avait vu quelque chose qui lui avait fait tomber l'estomac. Pas exactement de la peur, mais une tension alerte qui l'avait mise immédiatement sur les nerfs.
Attends, avait dit sa mère au téléphone. Puis, couvrant le récepteur de sa main, elle l'avait regardé. Roselaine, bébé, tu dois venir ici. C'est qui, maman? Sa mâchoire s'était serrée. C'est Jérôme. Le monde s'était incliné sur le côté. Elle n'avait pas entendu ce nom prononcé à voix haute en années, et l'entendre dans sa maison paisible, entourée de ses filles et de son mari, semblait une violation. « Raccroche, maman », avait-elle dit vite. « Raccroche juste, maman. » Mais elle était déjà en train de découvrir le téléphone. « Je vais écouter ce que cet idiot a à dire. » Elle pouvait entendre la voix de Jérôme à travers le récepteur, ce ton smooth familier qui avait autrefois fait battre son cœur plus vite et plus tard lui avait retourné l'estomac. Elle ne pouvait pas distinguer les mots, mais elle pouvait entendre le rythme de sa parole, la cadence qui avait narré 6 ans de sa vie. Le visage de sa mère s'était assombri alors qu'elle écoutait. « avait-elle dit. « Je vois. Et tu appelles ici parce que... » Plus de parlotte de l'autre bout de Jérôme. « Eh bien, » avait dit sa mère, sa voix dégoulinant du genre de venin poli que seules les femmes du Sud maîtrisent vraiment. « N'est-ce pas gentil pour toi ?» Roberts avait remarqué la tension dans la pièce et avait rassemblé les 3 filles pour les emmener en haut pour leur bain. Elle était reconnaissante pour son intuition, pour sa capacité à les protéger de quoi que ce soit sans explication. Finalement, sa mère avait raccroché. Elle l'avait regardé un long moment, son visage illisible. Qu'est-ce qu'il voulait ? Avait-elle demandé, même si une partie d'elle ne voulait pas savoir. Sa mère avait dit simplement « Il se marie avec Véronica et il veut t'inviter au mariage. » L'absurdité l'avait frappé comme une gifle. « Il veut m'inviter à son mariage. » « Oh, ça s'améliore, avait dit sa mère, sa voix se faisant plus aiguisée. « Il voulait spécifiquement que je te dise que tu es la bienvenue pour venir célébrer avec eux puisque tu l'as aidé à démarrer dans la vie et qu'il voulait montrer son appréciation pour tout ce que tu as fait pour lui. » La moquerie dans ces mots était immistacable. Ce n'était pas une invitation, c'était un piège. Jérôme voulait qu'elle vienne à son mariage pour parader son succès devant elle, lui montrer ce qu'il avait bâti avec l'argent qu'elle lui avait donné. Lui frotter dans la figure la famille qu'il avait créée avec une autre femme. Il pensait qu'elle était toujours cette femme brisée qui avait quitté Atlanta avec rien. Il pensait qu'elle se pointerait désespérée et défaite. Un conte cautionnaire pour faire se sentir mieux sa nouvelle mariée. L'audace, avait-elle murmuré, s'affaissant dans un fauteuil. L'audace absolue. Cet homme a toujours eu plus de culot que de bon sens, avait dit sa mère, s'installant dans le fauteuil en face. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ? Son premier instinct était de l'ignorer complètement, d'effacer le numéro, prétendre que l'appel n'avait jamais eu lieu, continuer sa vie paisible. Elle avait travaillé si dur pour bâtir quelque chose de beau, de entier. Pourquoi risquer ça en marchant de retour dans le monde de Jérôme? Mais il y avait quelque chose dans la cruauté calculée de cette invitation qui avait allumé un feu en elle. L'assomption qu'elle était toujours cette femme brisée qu'il avait jetée, toujours vulnérable à sa manipulation, toujours assez petite pour être intimidée par son succès. Robert s'était redescendu juste au moment où elle tendait la main vers son téléphone. « Tout va bien. »« Nakesabi » avait-il demandé, lisant la tension dans la pièce immédiatement. Elle lui avait raconté l'appel, l'invitation au mariage de Jérôme et ce que ça voulait vraiment dire. Elle avait vu son visage s'assombrir alors qu'il processait l'info, vu ses mains se serrer en poing alors qu'il comprenait le niveau de disrespect. « Il pense qu'il va t'humilier », avait dit Robert tranquillement. C'est exactement ce qu'il pense. Et il n'a aucune idée de qui tu es maintenant, de ce que tu as bâti, de ce que tu es devenu. Elle avait regardé son mari, cet homme qu'il avait vu à son point le plus bas et l'avait aimé de retour à la vie, qui avait documenté son voyage de brisée à brillante, qui croyait en elle-même quand elle n'y croyait pas elle-même. « Non », avait-elle dit lentement, « il n'a aucune idée. Alors qu'est-ce que tu veux faire ?» avait demandé Roberts. Elle y avait pensé un long moment. Penser à la femme qui avait donné tout à Jérôme et reçu rien en retour. Penser à la femme qui s'était reconstruite de zéro, qui avait transformé sa douleur en but, qui avait créé quelque chose de beau, significatif et réussi. Penser à ses filles en haut, dormant paisiblement dans des lits qu'elle avait achetés avec de l'argent qu'elle avait gagné, dans une maison qui représentait la sécurité, l'amour et tout ce qu'elle n'avait jamais eu avec Jérôme. « Je veux y aller », avait-elle dit enfin. Roberts avait haussé un sourcil. « Tu es sûr ?»« Je suis sûr. » Et elle l'était. Pas parce qu'elle voulait prouver quoi que ce soit à Jérôme, mais parce qu'elle voulait clore ce chapitre de sa vie proprement.
Elle voulait affronter l'homme qui l'avait brisé depuis une position de force, pour lui montrer et se montrer à elle-même à quel point elle était venue loin. « D'accord », avait dit Robert simplement. « Alors on y va. Tu penses que je te laisse marcher dans cette situation seule? On y va !» Tous, l'idée d'amener ses filles au mariage de Jérôme semblait presque poétique, comme si ces 3 beaux enfants qu'il avait insisté qu'elle ne pourrait jamais avoir marchèrent vers sa célébration comme preuve vivante de tout ce sur quoi il s'était trompé. « Tu es sûr de ça ?» avait-elle demandé à Roberts. « Ça pourrait devenir moche. »« Bébé, avait-il dit, l'attirant dans ses bras. « Moche, c'est penser que tu peux inviter ton ex-femme à ton mariage pour l'humilier et t'en tirer. Ce qu'on va faire est beau. » Au cours des jours suivants, ils avaient planifié soigneusement. Roberts avait sorti les comptes sociaux de Jérôme. Il était très actif en ligne, postant constamment sur son succès. Sa relation avec Véronica, son excitation pour leur mariage à venir. L'entreprise allait bien. Il conduisait des voitures chères, portait des vêtements designer. Il avait l'air d'un homme qui pensait avoir gagné à la loterie de la vie. Mais elle avait remarqué des choses dans ses posts qui échappaient probablement à la plupart des gens. La façon dont ses sourires n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, la façon dont Véronica le regardait comme si elle attendait encore que l'autre chaussure tombe. La façon dont leurs 2 enfants, Fred qui avait maintenant 11 ans et une fille plus jeune nommée Kennedy, semblaient souvent mal à l'aise dans les photos famille parfaitement posées. Le plus révélateur était les posts, sur leur voyage vers le toujours. Jérôme écrivait de longues captions sur comment il avait dû apprendre ce qu'était le vrai amour et comment Véronica lui avait montré ce qui lui manquait. Le sous-texte était clair. Elle avait été l'acte d'échauffement pour l'événement principal. « Regarde ça », avait dit Robert en lui montrant l'écran de son téléphone. Jérôme avait posté une photo de leur lieu de mariage, une élégante salle de bal dans un hôtel downtown d'Atlanta. La caption disait « J'ai hâte de célébrer avec tous les gens qui comptent. Les nouveaux débuts requièrent de lâcher les vieilles erreurs. » Vieilles erreurs, c'est ce qu'elle était pour lui maintenant. Pas une personne qu'il avait aimée fidèlement pendant 6 ans. Pas une partenaire qui avait investi tout dans ses rêves. Pas une femme qui avait enduré sa cruauté et cru encore en son potentiel. Juste une vieille erreur. Il va vraiment regretter ça, avait dit Robert tranquillement. La semaine avant le mariage, elle avait fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait en années. Elle avait cherché l'adresse de Jérôme. Pas parce qu'elle voulait le contacter, mais parce qu'elle voulait voir ce qu'il avait bâti avec la fondation qu'elle avait fournie. Il vivait dans une belle maison, dans un des quartiers huppés d'Atlanta. 5 chambres, garage 3 voitures, pelouse parfaitement entretenue. Selon les sites immobiliers, ça valait environ 400 000 $. Pas de l'argent de manoir, mais définitivement de l'argent de succès. L'affaire de pressing s'était étendue à 3 locations. Selon leur site, ils se spécialisaient dans les vêtements haut de gamme et avaient bâti une réputation comme le premier service de pressing d'Atlanta. Jérôme était listé comme propriétaire et CEO sans mention de comment il avait démarré. Elle avait pensé à ces 12 000 $ qu'elle lui avait donnés, à comment c'était la graine qui avait fait pousser tout ce succès, comment il vivait dans une belle maison et conduisait des voitures chères avec de l'argent qui venait originally de son compte épargne, de ses sacrifices, de sa croyance en lui. Mais elle n'était plus en colère. Si quoi que ce soit, elle se sentait fière. Elle avait aidé à créer quelque chose de réussi, même si elle n'avait pas été autorisée à en profiter. Cet argent avait fait exactement ce qu'elle espérait, qu'il avait bâti une meilleure vie, juste pas pour elle. La veille du mariage, ils avaient volé à Atlanta. Elle avait réservé une suite aux Four Seasons, pas pour être extravagante, mais pour se sentir complètement confortable et confiante. Ce n'était pas pour fanfaronner la richesse, c'était pour marcher dans le monde de Jérôme depuis une position de force. Les filles étaient excitées pour leur premier vol en avion, bavardant non-stop sur les nuages et les petites voitures en bas. Elles ne comprenaient pas où ils allaient, ou pourquoi, juste que c'était une aventure avec maman et papa. Cette nuit-là, alors qu'elle les mettait au lit à l'hôtel, Zoé l'avait regardée avec les yeux pensifs de Robert. « Maman, on va à une fête demain ?»« Oui, bébé, une fête d'adultes. Il y aura du gâteau ?»« Probablement. »« Bien, j'aime le gâteau, si seulement c'était si simple, avait-elle pensé. Si seulement la vie était juste du gâteau et des fêtes, et être de 2 ans avec des parents qui t'aiment. » Elle n'avait pas beaucoup dormi cette nuit-là. Elle gardait en tête la dernière fois qu'elle avait été à Atlanta, partant avec rien qu'un cœur brisé et une Honda Civic pleine de vêtements. Maintenant, elle revenait avec un mari qui l'adorait, 3 enfants sains et une entreprise valant des millions de $. La transformation était si complète
qu'elle semblait presque fictive, comme si elle vivait la vie de quelqu'un d'autre. Le mariage était à 14 heures. À midi, ils avaient commencé à se préparer. Elle avait acheté une nouvelle robe pour l'occasion. Pas blanche, ça aurait été mesquin, mais un vert émeraude profond qui complétait son teint et montrait la confiance qu'elle avait bâtie au fil des ans. C'était élégant sans être flashy, beau sans essayer d'éclipser la mariée. Roberts portait un costume gris charbon qui le faisait ressembler à un mannequin de magazine. Les filles étaient habillées en robes jaunes assorties qui les faisaient ressembler à de petites tournesols, brillantes et joyeuses et impossibles à ignorer. À 13h30, leur limousine était arrivée. Elle avait débattu sur la limousine. Ça semblait un peu too much. Un peu trop comme faire une déclaration, mais Roberts avait insisté. Ce n'est pas pour se montrer, avait-il dit en l'aidant à monter à l'arrière. C'est pour se pointer. Il y a une différence. Le trajet jusqu'à l'hôtel avait pris 20 minutes. 20 minutes pour que son cœur s'emballe, pour que ses paumes transpirent, pour que chaque doute qu'elle avait repoussé refasse surface. Et si c'était une erreur? Et si Jérôme réussissait vraiment à l'humilier? Et si elle marchait dans cette salle de bal et redevenait cette femme brisée? « Hé » avait dit Robert, serrant sa main. « Regarde-moi. » Elle s'était tournée vers lui, voyant son anxiété reflétée dans ses yeux. « Tu n'es pas la même femme qui a quitté la ville il y a 5 ans. Tu es Roselaine Roberts, CEO de Nourish, mère de 3 belles filles, ma femme, ma partenaire, mon égale. Tu n'entres pas dans cette pièce pour prouver quoi que ce soit à Jérôme. Tu y entres pour prouver quelque chose à toi-même. Qu'est-ce que je me prouve à moi-même? Que tu as survécu? Que tu as prospéré? Que la femme qu'il a jetée était en fait le prix qu'il était trop stupide pour apprécier. L'hôtel était exactement aussi fancy qu'elle l'avait attendu. Sol sans marbre, lustres en cristal, staff en uniformes impeccables dirigeant les invités vers la salle de bal. Elle pouvait voir d'autres invités de mariage arriver. Femmes en robes élégantes, hommes en costumes chers, tout le monde ayant l'air d'appartenir au nouveau monde de succès et sophistication de Jérôme. Leur limousine s'était garée à l'entrée juste quand un couple dans la cinquantaine sortait d'une Mercedes. La robe de la femme coûtait probablement plus que ce qu'elle gagnait en un mois au grand magasin autrefois. La montre de l'homme scintillait au soleil d'après-midi. C'étaient les gens de Jérôme maintenant. Réussis, polis, riches. Le genre de gens qui regarderaient la femme qu'elle avait été et verraient exactement ce que Jérôme avait vu. Quelqu'un en dessous de leur notice, mais elle n'était plus cette femme. Roberts était sorti en premier, puis l'avait aidé à sortir de la voiture. Les filles avaient suivi, regardant autour avec de grands yeux l'hôtel fancy et toutes les personnes habillées. Pour elle, c'était juste une autre aventure, un autre endroit nouveau à explorer. Les yeux du portier s'étaient écarquillés légèrement en voyant leur famille émerger de la limousine. Pas parce qu'ils semblaient déplacés, mais parce qu'ils semblaient exactement à leur place. Élégants, confiants, heureux, une belle famille arrivant à une célébration. « Bon après-midi », avait-il dit poliment, tenant la porte pour eux. « Merci », avait-elle répondu, sa voix stable malgré les papillons dans l'estomac. À l'intérieur, il y avait des pancartes dirigeant les invités vers le mariage Morrison-Williams. Morrison était le nom de famille de Véronica. Elle réalisait qu'elle le gardait, ou peut-être l'y fenait. Femme intelligente, elle avait appris de son erreur à se perdre dans l'identité d'un homme. L'heure des cocktails était déjà en cours. Elle pouvait entendre les rires et conversations venant de la salle de bal. Le tintement de verre sur la musique douce en fond, indiquant qu'une célébration était en route. « Prête ?» avait demandé Roberts, lui offrant son bras. Elle avait pris une grande respiration, regardé en bas vers ses filles qui se tenaient la main et bavardaient excitées sur les jolies décorations et hochaient la tête. Prêtes, ils étaient. Entrés dans la salle de bal ensemble, et elle jurait que la température avait chuté de 10 degrés. Ce n'était pas immédiat. Il n'était pas le centre d'attention dès l'entrée. Les gens minglaient, buvaient des cocktails, admiraient les arrangements floraux. C'était un beau mariage, elle devait l'admettre. Véronica avait bon goût, et Jérôme n'avait clairement pas lésiné sur les dépenses. Mais lentement, des têtes avaient commencé à se tourner. Les gens avaient commencé à remarquer la famille qui venait d'arriver. La femme en vert émeraude avec 3 petites filles identiques et un homme beau qui la regardait comme si elle avait accroché la lune. Elle avait vu le moment exact où Jérôme l'avait repéré. Il était près du bar, riant à quelque chose que quelqu'un avait dit, un verre en cristal à la main et la confiance irradiant de chaque pore. Il avait l'air bien. Le succès lui allait.
Son costume était parfaitement taillé. Ses chaussures étaient chères. Son sourire était brillant et genuine, jusqu'à ce qu'il la voie. Alors ce sourire s'était figé sur son visage comme s'il y avait été gravé. Elle l'avait vu s'excuser de sa conversation. L'avait vu commencer à bouger vers eux à travers la foule. Ses yeux sautaient entre elle et Roberts, et les filles comme s'il essayait de résoudre un puzzle qui n'avait pas de sens. Rosamine. Sa voix était incertaine, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de voir ce qu'il pensait voir. « Bonjour, Jérôme. Merci pour l'invitation. » Il l'avait fixé un long moment, et elle pouvait le voir essayer de réconcilier la femme devant lui avec la femme brisée qui avait quitté Atlanta des années plus tôt. Ce n'était pas le récit qu'il avait attendu. Ce n'était pas l'histoire qu'il avait planifié de raconter. « Tu as l'air... » Puis il s'était arrêté, apparemment incapable de trouver les mots. « Différente », avait-elle suggéré utilement. « Ouais, différente. » Ses yeux s'étaient posés sur Roberts, prenant le costume cher, la posture confiante, la façon dont il se tenait protectivement près d'elle. « Et vous êtes ?» Roberts, avait dit son mari simplement, tendant la main pour une poignée que Jérôme avait acceptée automatiquement. Le mari de Roselaine. Marie. Jérôme avait répété le mot comme s'il était étranger. Puis ses yeux étaient tombés sur les filles qui se tenaient toujours la main et regardaient autour des jolies décorations. « Et celles-ci sont nos filles, avait-elle dit, posant ses mains sur les épaules de Zoé et Zara. Zuri s'accrochait à la jambe de Robert, soudain timide face à cet homme étrange qui les fixait si intensément. Zoé, Zara et Zuri. Des triplés, avait dit Jérôme tranquillement. Oui, elle l'avait vu processer cette info, le voir compter en arrière dans sa tête, le voir réaliser qu'elle était tombée enceinte et avait donné naissance à 3 enfants sains dans les quelques années après leur divorce, la même femme qu'il avait blâmée pour leur infertilité, la même femme qu'il s'était convaincu était brisée, avait continué à avoir pas un mais 3 enfants. « Félicitations », avait-il dit enfin. Mais le mot sonnait forcé. « Merci, et félicitations à toi aussi. Le mariage est une belle chose quand tu trouves la bonne personne. » La pique subtile ne lui avait pas échappé. Sa mâchoire s'était serrée presque imperceptiblement, mais il avait réussi à garder son sourire en place. « Roselaine, je dois dire, je suis surpris que tu sois venue, » avait-il dit. Et elle pouvait entendre le calcul dans sa voix. Il essayait de reprendre le contrôle du récit, d'orienter cette conversation vers le script qu'il avait imaginé. « Vraiment ? J'ai pensé que ce serait bien de célébrer ton bonheur. Après tout, comme tu l'as dit, je t'ai aidé à démarrer dans la vie. C'est merveilleux de voir à quel point tu t'en es bien sorti. » Une autre pique enveloppée de politesse. Le sourire de Jérôme était devenu plus tendu. « Oui, eh bien, j'ai été très chanceux. L'entreprise va bien. Véronica et moi sommes heureux. Les enfants sont super. Tout s'est passé exactement comme prévu. Je suis si contente d'entendre ça, avait-elle dit sincèrement. C'est incroyable comment la vie a une façon de nous mettre exactement où on doit être, n'est-ce pas? Je veux dire, si tu ne m'avais pas divorcé, je n'aurais jamais rencontré Roberts. Je n'aurais jamais lancé mon entreprise. Je n'aurais jamais eu mes filles. Donc vraiment, je te dois une dette de gratitude. » Jérôme avait cligné des yeux lentement comme s'il avait du mal à processer ce qu'elle disait. Ce n'était pas comme cette conversation devait se passer. Elle était censée être impressionnée par son succès, intimidée par sa nouvelle vie, se sentir petite par comparaison. Au lieu de ça, elle le remerciait de l'avoir quitté. « Ton entreprise ?» avait-il demandé. « Oh oui, j'ai lancé une compagnie appelée Nourish. On se concentre sur des options de nourriture saine et accessible. C'est plutôt réussi en fait, Nourish, avait répété Jérôme, et elle avait vu un éclair de reconnaissance dans ses yeux. Attends, c'est... J'ai vu cette marque en magasin. Oui, on s'est étendu pas mal ces dernières années. C'est un voyage incroyable. » Robert avait serré sa main doucement, un rappel silencieux qu'elle n'était pas seule dans cette conversation, qu'elle avait du backup si besoin. « Papa, » avait dit Zoé, tirant sur la veste de Robert, « j'ai soif. »« Bien sûr, ma chérie. Allons te chercher du jus. » Jérôme avait regardé cette interaction avec fascination, comme s'il observait une espèce exotique, l'affection facile entre Roberts et les filles, la façon dont elles lui faisaient complètement confiance, la façon dont il répondait à leurs besoins sans hésiter. C'était tout ce que Jérôme n'avait jamais été, tout ce qu'il s'était probablement dit qu'il ne voulait pas être. « De beaux enfants », avait dit une voix derrière eux, et ils s'étaient tous tournés pour voir Véronica approcher.
Elle rayonnait dans sa robe de mariée, glowant du genre de bonheur qui vient d'avoir tout ce qu'on voulait. Ils ressemblent exactement à leur maman. Elle était gracieuse, avait réalisé Rosaline. Elle n'avait aucune idée de qui elle était, voyait juste une famille, avec des enfants adorables, et voulait les complimenter. Elle était gentille avec une étrangère à son propre mariage, ce qui disait quelque chose de bien sur son caractère. « Merci », avait-elle dit chaleureusement, « et félicitations à toi aussi. Tu es absolument magnifique. »« Merci beaucoup. Je suis Véronica, la mariée. »« Roselaine, et voici mon mari Roberts et nos filles. » Elle avait regardé le visage de Véronica attentivement alors qu'elle disait son nom, attendant que la reconnaissance down. Ça avait pris un moment, mais elle avait vu la seconde exacte où elle réalisait qui elle était. Son sourire avait vacillé légèrement. Ses yeux avaient darté vers Jérôme, et elle pouvait la voir recalculer rapidement la situation. « Véronica », avait-elle répété lentement, « l'ex-femme de Jérôme. Oui, j'espère que tu ne t'en offusques pas qu'on soit venu. Jérôme a été assez gentil pour m'inviter, et j'ai pensé que ce serait charmant de te rencontrer et de célébrer ton bonheur. » Véronica avait regardé entre Jérôme et elle comme si elle regardait un match de tennis. Elle pouvait pratiquement voir les rouages tourner dans sa tête, alors qu'elle essayait de figurer quel jeu se jouait et quel rôle elle était censée jouer. « Bien sûr que non », avait-elle dit enfin, son entraînement d'hôtesse gracieuse kicking in. « Tout ami de Jérôme est la bienvenue ici. » Ami, c'était une façon diplomatique de le dire. « Véronica, chérie, te voilà. » Une femme plus âgée approchait leur groupe. Clairement la mère de Véronica d'après la ressemblance famille. Les gens demandent pour les arrangements de seating au dîner. Bien sûr, maman. Roselaine Roberts, j'espère que tu m'excuseras. Profitez de l'heure des cocktails. Le dîner sera servi bientôt. Alors qu'elle s'éloignait avec sa mère, elle avait entendu la femme plus âgée demander tranquillement « Qui est cette bébé ?» Elle n'avait pas entendu la réponse de Véronica, mais elle avait vu la tête de sa mère se tourner vers eux avec une curiosité non dissimulée. « Eh bien, avait dit Robert tranquillement, c'est intéressant. » Jérôme était toujours debout avec eux, apparemment incapable de trouver comment se sortir de cette conversation. Il gardait fixées les filles qui avaient perdu l'intérêt pour la parlotte adulte et jouaient maintenant un jeu élaboré impliquant de pointer différentes fleurs dans les centres de table. « Elles ont 2 ans, avait-il demandé soudain. « 2 ans et demi, avait-elle corrigé. Il avait refait le calcul, son froncement s'approfondissant. « Donc, tu es tombée enceinte assez vite après notre divorce ?»« Oui, très vite. C'est incroyable ce qui peut arriver quand tu es avec quelqu'un qui t'aime vraiment. » Les mots étaient sortis plus aiguisés qu'elle ne l'avait voulu, mais elle ne les regrettait pas. Jérôme avait tressailli comme si elle l'avait giflé. « Roselaine, je n'ai jamais dit que je ne t'aimais pas. Non, tu as raison. Tu m'as juste traité comme si j'étais jetable. Il y a une différence. J'allais à travers beaucoup à l'époque. Le stress de l'entreprise, la pression pour réussir, l'entreprise que j'ai financée avec mes économies de vie. Le visage de Jérôme s'était empourpré. Tu as offert cet argent après m'avoir dit que c'était un investissement dans notre avenir ensemble. Après m'avoir promis que le succès signifierait qu'on pourrait enfin se concentrer sur notre mariage, sur fonder une famille, après m'avoir fait croire que nos problèmes étaient juste à propos de l'argent. Ils l'étaient en partie. Non, Jérôme, ils étaient à propos du fait que tu ne m'as jamais respecté, jamais valorisé, jamais vu comme quoi que ce soit de plus qu'une commodité. L'argent était juste l'excuse que tu as utilisée pour justifier de me traiter mal. Ils avaient recommencé à attirer l'attention d'autres invités. Elle pouvait voir des gens jeter des regards, se demandant probablement pourquoi le mari de la mariée avait une conversation si intense avec une autre femme. Peut-être qu'on devrait continuer ça plus tard, avait dit Jérôme, voulant clairement s'échapper. En fait, je pense qu'on a dit tout ce qui devait être dit il y a des années. Je suis juste là pour célébrer ton mariage. Tu te souviens? Robert s'était approché plus près, un rappel subtil qu'elle ne menait pas cette bataille seule. Les filles s'agitaient, commençant à geindre d'avoir faim et de vouloir s'asseoir. « Et si on trouvait notre table ?» avait suggéré Robert diplomatiquement. Jérôme avait l'air soulagé à la suggestion, probablement eager de mettre de la distance entre eux, mais alors qu'ils commençaient à s'éloigner, il l'avait appelée. « Roselaine !» Elle s'était retournée. « Je suis content que les choses se soient arrangées pour toi, vraiment. »
Il y avait quelque chose dans sa voix qui sonnait presque comme de la sincérité, presque comme du regret. Pour un moment, elle avait vu un flash de l'homme dont elle était tombée amoureuse des années plus tôt, avant que le succès et l'ego et la cruauté l'eussent endurci en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. « Merci, Jérôme. J'espère que tu es vraiment heureux. » Et elle le pensait. Quelle que soit la colère qu'elle avait portée, quel que soit le ressentiment qui avait vécu dans son cœur, c'était parti. Elle ne lui souhaitait pas de mal. Elle ne lui souhaitait plus rien du tout. Le dîner était une affaire élaborée. La salle de bal avait été transformée avec des centaines de bougies et fleurs, créant une atmosphère à la fois élégante et romantique. Leur table assignée était vers le fond de la pièce, ce qu'elle assumait intentionnel. Garder l'ex-femme loin de l'action principale. Mais leur compagnon de table était de Lovely Jens, un couple dans la soixantaine qui était ami avec la famille de Veronica depuis des années, un jeune couple qui travaillait avec Jérôme au pressing, et une femme célibataire qui s'avérait être la coloc de collège de Veronica. La conversation était facile et agréable. Personne ne semblait savoir qui elle était, ce qui lui permettait de se relaxer et juste profiter de la soirée. Les filles étaient surprenamment bien sages, charmées par toute l'attention et heureuses de manger les nuggets de poulet que le staff catering avait fournis pour elles. Ce n'est qu'au début des discours que les choses sont redevenues intéressantes. Le best man était passé en premier, racontant des histoires drôles sur la soirée célibataire de Jérôme et ses nerfs sur se marier. La maid of honor de Veronica avait suivi avec un discours sweet sur l'amitié et trouvé son âme sœur. Puis Jérôme s'était levé pour s'adresser à ses invités. Il avait l'air confiant là-haut, confortable d'être le centre d'attention. Il avait remercié tout le monde d'être venu, parlé de comment Veronica était belle, fait des blagues qui avaient fait rire et hoché la tête les gens. Vous savez, avait-il dit, s'installant dans ce qui était clairement une partie plus longue de son discours. Je pensais autrefois savoir ce qu'était l'amour. Je pensais que l'amour, c'était juste trouver quelqu'un qui te supporterait, quelqu'un qui resterait peu importe comment tu la traitais. Son estomac s'était serré. Où allait-il avec ça? Mais le vrai amour n'est pas à propos de tolérance. Le vrai amour, c'est trouver quelqu'un qui te challenge pour être meilleur, quelqu'un qui voit ton potentiel et t'aide à l'atteindre. Le vrai amour, c'est le partenariat. Construire quelque chose ensemble qui est plus grand que ce que chacun pourrait créer seul. Il regardait directement Veronica en disant ça, mais elle pouvait sentir ces mots comme des flèches visant elle. L'implication était claire. Ce qu'ils avaient n'était pas du vrai amour parce qu'elle ne l'avait pas challengé, n'avait pas aidé à le rendre meilleur, n'avait pas tenu compte qu'elle lui avait donné tout, n'avait pas tenu compte qu'elle avait financé ses rêves et supporté ses ambitions et cru en lui quand il ne croyait pas en lui-même. Selon l'histoire révisée de Jérôme, elle avait été la passive, celle qui l'avait retenu au lieu de le lever. Veronica m'a montré ce que ça veut dire d'être vraiment aimée. Elle m'a montré que la bonne femme ne supporte pas juste tes rêves, elle rêve à tes côtés. Elle ne croit pas juste en ton potentiel, elle t'aide à l'atteindre. Les applaudissements avaient été enthousiastes. Les gens essuyaient des larmes, hochèrent la tête avec les mots de Jérôme sur trouver le vrai amour et devenir un meilleur homme. C'était un beau discours si tu ne connaissais pas la vraie histoire derrière. Puis c'était le tour de Veronica. Elle avait commencé sweetly, en remerciant tout le monde d'être là, parlant de comment elle se sentait bénie de marier son meilleur ami. Mais puis elle avait commencé à parler de leur voyage ensemble. Et elle pouvait dire qu'elle allait quelque part qui pourrait devenir inconfortable. Jérôme et moi avons traversé beaucoup ensemble. Nous avons dû surmonter des obstacles et défis qui ont testé notre amour et notre commitment l'un envers l'autre. Elle avait posé, scannant la pièce avec ses yeux, et elle avait eu le sentiment distinct qu'elle la cherchait. Certains pourraient dire qu'on a pris le long chemin pour arriver ici. Jérôme était marié avant à quelqu'un qui, elle, avait posé encore, semblant choisir ses mots soigneusement, à quelqu'un qui n'était juste pas la bonne pour lui. Son cœur avait commencé à battre plus vite. C'était ça. C'était le moment que Jérôme avait planifié en l'invitant. Il avait dit à Veronica sur elle, probablement la peignant comme la première épouse inadéquate qui ne pouvait pas lui donner ce qu'il avait besoin. Et maintenant, elle allait compléter son humiliation devant tous ces gens. Certaines femmes aiment avec des conditions. Elles aiment tant que tout est facile, tant qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent de la relation. Mais quand les temps deviennent durs, quand la vie se complique, elles décrochent. Elle avait senti la main de Robert trouver la sienne sous la table, ses doigts s'entrelçant avec les siens en geste de support et solidarité.
Mais certaines femmes, elles aiment sans limite. Elles se tiennent par leur homme, à travers épais et minces. Elle croit en lui-même quand il ne croit pas en lui-même. Elle sacrifie pour ses rêves et célèbre ses succès comme si c'était les leurs. Elle la regardait directement maintenant, et son sourire avait pris un bord aiguisé qui lui faisait comprendre exactement quel genre de femme elle était vraiment. La première femme de Jérôme, elle était avec lui pendant 6 ans. Et pendant tout ce temps, elle ne lui a jamais donné la seule chose qui comptait vraiment, un enfant. 6 ans, et rien à montrer. Pas de legacy, pas d'avenir, pas de preuve que leur amour pouvait créer quelque chose de beau ensemble. La pièce était silencieuse maintenant. Tout le monde sentant la tension qui était entrée dans le discours de Véronica. Elle pouvait voir des gens regarder autour, se demandant probablement si l'ex-femme était dans la pièce, s'ils assistaient à une confrontation publique. Mais moi, la voix de Véronica s'était élevée légèrement. J'ai donné à Jérôme 2 beaux enfants. J'ai prouvé qu'avec la bonne femme, il pouvait bâtir la famille qu'il voulait toujours. Je lui ai montré ce que ça veut dire d'être vraiment, complètement, fruitfully aimé. Le mot fruitfully avait frappé comme une gifle. Elle l'appelait stérile devant une pièce pleine de gens, suggérant qu'elle avait échoué comme femme parce qu'elle ne pouvait pas donner d'enfant à Jérôme. Donc ce soir, avait conclu Véronica, levant son verre de champagne, nous célébrons pas juste notre mariage, mais notre triomphe sur tout ce qui a essayé de nous séparer. Nous célébrons le vrai amour, l'amour durable, l'amour productif. Nous célébrons le fait que quand tu es avec la bonne personne, tout ce que tu as toujours rêvé devient possible. Les applaudissements étaient la plus retenus cette fois. Les gens pouvaient sentir l'ugliness sous les jolis mots, même s'ils ne comprenaient pas le contexte complet. Elle avait vu plusieurs invités se tortiller inconfortablement sur leur siège, reconnaissant clairement qu'ils venaient de assister à quelque chose qui ressemblait plus à une attaque qu'à un toast de mariage. Robert avait serré sa main plus fort. « Tu vas bien ?» avait-il murmuré. Elle avait hoché la tête, même si elle n'était pas sûre de dire la vérité. L'humiliation publique que Jérôme avait planifiée marchait exactement comme il l'avait voulu. Elle pouvait sentir des yeux sur elle. Les gens commençaient à figurer que l'ex-femme était dans la pièce, qu'ils assistaient à un drama de la vraie vie se dérouler. Mais puis quelque chose avait shifté en elle. La douleur et l'embarras qu'elle sentait s'étaient transformés en quelque chose d'autre entièrement. Pas exactement de la colère, mais un genre de clarté cristalline sur ce qui devait arriver ensuite. Elle était venue ici pensant vouloir montrer à Jérôme à quel point elle allait bien, à quel point elle avait grandi et changé et réussi. Mais maintenant, elle réalisait que ce n'était pas assez. Véronica venait de l'humilier publiquement, devant une centaine de gens en utilisant des mensonges et demi-vérités pour la peindre comme un échec. Jérôme avait orchestré toute la soirée comme une façon de réécrire l'histoire pour se faire la victime, et elle la vilaine de leur histoire. Il pensait savoir qui elle était. Il pensait pouvoir la dismisser comme la femme qui ne pouvait pas être à la hauteur, qui ne pouvait pas donner à Jérôme ce qu'il avait besoin, qui avait été remplacée par quelqu'un de mieux. Il n'avait aucune idée de ce qu'ils étaient sur le point d'apprendre. Le DJ avait annoncé que c'était le temps pour un toast spécial de famille et amis, invitant quiconque voulait parler à venir au micro. Plusieurs personnes s'étaient avancées au micro. Le père de Véronica, avec un discours sweet, se regardait sa fille trouver le bonheur. Le partenaire d'affaires de Jérôme, parlant de son succès et caractère. Divers amis partageant des souvenirs drôles et vœux. Elle avait attendu à travers tout, son cœur battant, mais son esprit parfaitement clair sur ce qu'elle allait faire. Quand le dernier speaker planifié avait fini, le DJ avait demandé si quelqu'un d'autre voulait partager quelques mots avec le couple heureux. Elle avait vu Jérôme se relaxer sur sa chaise, pensant probablement que la partie dangereuse de la soirée était finie, qu'il avait réussi à orchestrer son humiliation sans conséquence. C'est là qu'elle s'était levée. « Excusez-moi » avait-elle appelé, sa voix portant clairement à travers la salle de bal. « Et vous êtes » avait demandé le DJ poliment. Rosalind Roberts, l'ex-femme de Jérôme. L'inspiration collective des invités du mariage était audible. C'était le moment que tout le monde avait senti venir. La confrontation qui s'était bâtie toute la soirée. Elle avait atteint le micro et pris un moment pour regarder tous les visages qui la fixaient, certains curieux, certains inconfortables, certains excités d'assister à ce qui était clairement sur le point de devenir le mariage le plus mémorable auquel ils avaient assisté. D'abord, avait-elle dit, sa voix stable et claire, « Je veux remercier Jérôme et Véronica de m'avoir invité à partager leur jour spécial. Ce n'est pas souvent qu'on peut assister au bonheur de quelqu'un de près.
et je suis genuinely reconnaissante pour l'opportunité. Elle commençait avec grâce, avec générosité. Que personne ne dise qu'elle n'avait pas pris la haute route. Véronica, tu étais absolument magnifique en descendant l'allée. Jérôme est un homme chanceux d'avoir trouvé quelqu'un qui l'aime si complètement, si inconditionnellement. Véronica avait hoché la tête incertainement, se demandant probablement où elle allait avec ça. J'ai écouté les discours ce soir, entendu tous ces beaux mots sur l'amour et le partenariat, et construire une vie ensemble. Et je dois dire que ça a ramené beaucoup de souvenirs de mon propre mariage. Avec Jérôme, Poins et 6 ans, nous avons été ensemble. 6 ans de moi croyant que l'amour signifiait sacrifice, que être une bonne épouse signifiait donner tout ce que tu avais et demander rien en retour. 6 ans de moi finançant les rêves de Jérôme avec de l'argent économisé en travaillant double shift et en sautant des repas, incluant les 12 000 $ qui ont lancé l'entreprise de pressing qui a payé pour ce beau mariage ce soir. Elle avait sorti son téléphone de son sac, ouvrant l'app d'enregistrement qui contenait l'audio de cette nuit, il y a tant d'années. « J'ai quelque chose que j'aimerais partager avec tout le monde », avait-elle dit, levant le téléphone. Un enregistrement de la nuit, où j'ai donné à Jérôme tout ce que j'avais parce que je croyais en ses rêves et que je voulais l'aider à réussir. Jérôme était sur ses pieds maintenant, son visage empourpré de panique. Rosaline ne fait pas, mais elle était déjà en train de jouer l'enregistrement. La voix de Jérôme avait rempli la salle de bal claire et immistakable. « Je t'aime tellement, bébé. Tu investis en nous, en notre avenir. Je vais rendre ça valable. Je promets qu'on aura tout ce dont on a toujours rêvé. » Elle l'avait laissé jouer quelques secondes de plus, puis arrêté. « Nous, avait-elle répété, notre avenir. Tout ce dont on a toujours rêvé. C'est ce qu'il m'a promis la nuit, où j'ai donné mes économies de vie pour lancer son entreprise. L'entreprise qui l'a rendu assez riche pour se permettre cette célébration. Le murmure qui avait traversé la foule était inconfortable, shifting. Les gens commençaient à comprendre qu'il y avait plus à cette histoire que ce qu'on leur avait dit. Mais Véronica a raison sur une chose, avait-elle continué. Je n'ai jamais donné un enfant à Jérôme pendant nos 6 ans de mariage. Et vous savez pourquoi? Elle avait ressorti le dossier de son sac, plein de dossiers médicaux. Ce sont des dossiers médicaux, avait-elle annoncé, levant les papiers pour que tout le monde voie. Mes dossiers médicaux du centre de fertilité que j'ai visité régulièrement pendant mon mariage avec Jérôme. Dossiers qui montrent que je suis complètement, parfaitement, à 100% fertile et en bonne santé. Jérôme secouait la tête, essayant d'attirer son attention, probablement pour la faire arrêter. Mais elle était juste en train de commencer. Jérôme a refusé de se faire tester, avait-elle continué. Pendant 6 ans, il m'a blâmé pour notre incapacité à concevoir, m'a fait croire que j'étais brisée, que j'échouais en tant qu'épouse. Il disait qu'il avait la preuve qu'il était fertile parce qu'il avait Fred. Elle avait gesticulé vers la table des enfants où l'11 ans Fred était assis avec Kennedy et quelques autres kids, l'air mal à l'aise d'être le centre d'attention. Alors, j'ai fait ce que n'importe quelle femme désespérée ferait. J'ai secrètement fait tester Fred. Le gasp qui avait traversé la pièce était audible. Jérôme était complètement blanc maintenant, et Véronica avait l'air sur le point de s'évanouir. « L'ADN ne ment pas », avait-elle dit, sortant un autre set de documents. Fred n'est pas l'enfant biologique de Jérôme. Jamais été. Le silence dans la pièce était assourdissant. Elle pouvait voir des gens sortir leur téléphone, probablement en train d'enregistrer ce qui devenait le discours de mariage le plus dramatique de l'histoire. Mais ce n'est pas tout, avait-elle continué, sa voix gagnant de la force avec chaque révélation. J'ai aussi fait tester Jérôme sans sa connaissance, bien sûr, mais c'est incroyable ce qu'on peut apprendre d'une brosse à dents et quelques cheveux. Jérôme reculait maintenant de sa table, comme s'il pouvait échapper à ce qui se passait en mettant de la distance physique entre eux. Jérôme a une condition génétique qui le rend complètement infertile. Il ne peut pas, n'a jamais pu, et ne pourra jamais perdre des enfants naturellement. Elle avait levé les résultats de tests pour que tout le monde les voie, ce qui signifie que Kennedy, ta belle-fille de 2 ans, n'est pas son enfant non plus. Le verre de champagne de Véronica avait glissé de sa main et s'était brisé par terre. Elle la fixait en horreur, mais elle pouvait voir dans ses yeux qu'elle savait que c'était la vérité. Probablement l'avait suspecté pendant des années, mais avait été trop effrayée pour y faire face. « Vous voyez » avait-elle dit. S'adressant à la pièce maintenant au lieu du couple, Jérôme a bâti toute son identité autour d'être un homme qui pouvait créer de la vie, qui pouvait pourvoir pour sa famille, qui pouvait donner à une femme ce qu'elle avait besoin. Mais c'était tout un mensonge. Il m'a blâmé pendant 6 ans pour quelque chose qui n'était jamais ma faute, jamais mon échec, jamais mon inadéquation.
Elle s'était approchée plus près de l'endroit où Jérôme et Véronica se tenaient, sa voix s'adoucissant légèrement. « Je ne te dis pas ça pour te blesser, Véronica. Je te le dis parce que tu mérites la vérité. Tu mérites de savoir que l'homme que tu viens de marier t'a menti sur un des aspects les plus fondamentaux de votre relation. » Véronica pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues, alors que les implications complètes de ce qu'elle disait la frappaient. « Mais voici la belle partie de cette histoire », avait-elle dit, se tournant pour adresser toute la pièce à nouveau. Après que Jérôme m'a divorcé, après qu'il a pris tout ce que je lui avais donné et m'a jeté comme de l'ordure, j'ai rencontré un vrai homme. Un homme qui a vu ma valeur, qui a valorisé mon cœur, qui m'a aimé assez pour attendre 2 ans que je guérisse du dommage que Jérôme avait fait. Roberts était debout maintenant, leurs 3 filles dans ses bras, tous ressemblant à la belle famille qu'ils étaient devenus. Et avec cet homme réel, cet homme bon, je suis tombée enceinte immédiatement. Pas juste enceinte, mais enceinte de triplés. 3 filles saines et belles qui sont la preuve vivante qu'il n'y avait jamais rien qui clochait chez moi. Elle avait gesticulé vers sa famille et elle avait vu plusieurs personnes dans l'audience sourire malgré le drama du moment. Zoé, Zara et Zuri avaient-elles introduit ses filles à la pièce, nées il y a 2 ans et demi de parents qui s'aiment profondément et authentiquement, qui ont bâti une entreprise ensemble, qui emploie maintenant plus de 200 personnes et sert de la nourriture saine à des familles à travers le pays. Elle pouvait voir la reconnaissance d'honneur sur certains visages dans la foule. Des gens qui avaient entendu de Nourish, peut-être même utilisé leurs produits. Vous voyez, Jérôme pensait qu'il invitait sa pauvre ex-femme brisée à son mariage pour l'humilier. Il pensait parader son succès devant la femme qu'il croyait avoir laissée derrière, la femme qu'il pensait serait toujours reconnaissante pour les miettes d'attention qu'il lui avait données. Mais je ne suis plus cette femme. Je ne suis pas la femme qui croyait que l'amour signifiait accepter la cruauté. Je ne suis pas la femme qui pensait que le mariage signifiait donner tout et demander rien en retour. Je ne suis pas la femme qui a permis à un homme de la convaincre qu'elle était brisée quand c'était lui qui était endommagé. Je suis une femme qui a transformé 12 000 $ en une entreprise multimillion. Je suis une femme qui a guéri d'un trauma et appris à s'aimer assez pour exiger mieux. Je suis une femme qui a trouvé un partenaire qui la voit comme une égale, qui célèbre ses succès au lieu de se sentir menacée par eux, qui lui a donné 3 beaux enfants du premier coup. Parce que c'est ce qui arrive quand tu es avec quelqu'un qui t'aime vraiment. Elle avait regardé directement Jérôme, qui était affalé sur sa chaise comme un ballon dégonflé. « Je veux te remercier, Jérôme. Merci de m'avoir montré ce que je ne voulais pas dans un mariage. Merci de m'avoir traité si mal que je n'avais pas le choix que d'apprendre ma propre valeur. Merci de m'avoir quitté parce que si tu ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais trouvé la vie que j'étais vraiment censé vivre. » Elle s'était tournée vers Véronica, qui pleurait toujours mais la regardait maintenant avec quelque chose qui ressemblait presque à de la gratitude. « Et Véronica, je suis désolé que tu apprennes cette vérité devant tous ces gens au lieu en privé. Je suis désolé que l'homme que tu aimes t'ait menti sur quelque chose d'aussi fondamental. Mais je veux que tu saches que ça n'a pas à te définir. Tu es jeune, tu es belle, tu es clairement assez forte pour bâtir une vie avec un homme difficile. Tu peux bâtir une vie encore meilleure sans lui. » Elle avait rassemblé ses documents et les avait remis dans son sac. « Profitez du reste de votre mariage », avait-elle appelé au couple stunned. « Et Jérôme, la prochaine fois que tu veux humilier quelqu'un, assure-toi que tu n'es pas celui avec des secrets à cacher. » La salle de bal avait erupted alors qu'il sortait. Elle pouvait entendre des gens parler excités, des téléphones buzzer avec des notifications, alors que les invités partageaient ce qu'ils venaient de voir. Quelqu'un pleurait, probablement Véronica. Quelqu'un d'autre criait, probablement Jérôme essayant de faire du damage control. Mais elle n'avait pas regardé en arrière. Elle était sortie de cet hôtel la tête haute, le bras de son mari autour de sa taille, et ses filles bavardant excitées sur la jolie fête et quand elle pourrait avoir du gâteau. Dans la limousine sur le chemin de retour à l'hôtel, Roberts avait enfin parlé. « C'était incroyable, » avait-il dit, l'attirant près. « Je n'ai jamais été plus fier d'être marié à toi. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça, » avait-elle dit, l'adrénaline commençant à s'estomper et la réalité de ce qui venait d'arriver commençant à s'infiltrer. « Tu as dit la vérité, tu t'es levé pour toi. Tu as montré à une pièce de gens à quoi ressemble la vraie force. »« Maman a dit des mots méchants, » avait annoncé Zoé depuis son siège auto. « Quels mots méchants, bébé ?» avait-elle demandé, soudain inquiète de ce que sa 2 ans avait absorbé de la confrontation. « Tu as dit que Jérôme était petit,
avait-elle dit sérieusement. Mais Jérôme était grand. Il était plus grand que papa. Roberts et elle avaient éclaté de rire, la tension de la soirée se brisant enfin. « Tu as raison, ma chérie, avait-elle dit. Jérôme était très grand. Mais parfois, les adultes utilisent le mot petit pour dire quelque chose de différent que la taille. Comme quand tu dis que j'ai un grand cœur, avait demandé Zara. Exactement comme ça. La fille semblait satisfaite de cette explication et était retournée jouer avec les porte-gobelets et boutons fancy de la limousine. « Tu penses que j'ai été trop loin ?» avait-elle demandé à Roberts tranquillement. « Je pense que tu es allé exactement aussi loin que tu devais aller. Cet homme t'a invité à son mariage, spécifiquement pour t'humilier, et sa nouvelle femme a utilisé son discours pour t'appeler stérile devant une centaine de gens. Ils ont déclaré la guerre en premier. Il avait raison. Mais elle se sentait toujours un peu malade à propos de tout. Pas coupable exactement, mais overwhelmed par la magnitude de ce qui venait d'arriver. « Qu'est-ce qui arrive maintenant ?» avait-elle demandé à Roberts. « Maintenant, on retourne à notre belle vie et on laisse Jérôme gérer le mess qu'il a créé. Tu lui as donné la vérité, Rosaline. Ce qu'il en fait est son affaire. » De retour à l'hôtel, ils avaient commandé du room service et laissé les filles manger de la glace pour le dîner pendant qu'elles regardaient des cartoons. Ça faisait du bien de faire quelque chose de complètement normal après une soirée si extraordinaire. Elle gardait checké son téléphone, à moitié attendant des messages enragés de Jérôme ou des appels frénétiques de gens qui étaient au mariage. Mais il n'y avait rien, juste un silence paisible et sa famille rassemblée autour d'elle dans leur suite d'hôtel luxury. « Maman !» avait dit Zuri alors qu'elle l'abordait dans le lit rollaway que l'hôtel avait fourni. « On va à une autre fête demain. »« Non, bébé, demain on rentre à la maison. »« Bien, j'ai manqué ma chambre. » Elle avait embrassé son front et lissé ses cheveux en arrière de son visage. « J'ai manqué la maison aussi. » Et elle l'avait fait. Elle manquait leur maison avec son grand backyard et le portique que Roberts avait bâti pour les filles. Elle manquait les dîners du dimanche de sa mère et le rythme familier de leur vie à Chicago. Elle manquait le restaurant et ses employés et les clients qui étaient devenus comme famille. Elle était venue à Atlanta pensant avoir besoin de closure, pensant avoir besoin d'affronter son passé pour pleinement embrasser son futur. Mais ce qu'elle réalisait, en s'allongeant dans ce lit d'hôtel, écoutant ses filles respirer doucement dans leur sommeil, c'était qu'elle avait déjà tourné la page des années plus tôt. La femme que Jérôme avait mariée et divorcée était partie, remplacée par quelqu'un de plus fort, plus sage et infiniment plus valuable. Le matin suivant, alors que leur avion décollait d'Atlanta, elle avait senti un poids se lever de ses épaules qu'elle n'avait même pas réalisé porter. Quoi qu'il arrive à Jérôme et Véronica maintenant, était leur affaire. Elle avait dit sa vérité, défendu son honneur et montré à ses filles à quoi ça ressemblait quand quelqu'un essayait de te faire petite et que tu choisissais de te tenir grande au lieu. « Des regrets ?» avait demandé Roberts alors que la Géorgie disparaissait sous les nuages. « Juste un, avait-elle dit. J'aurais dû le faire des années plus tôt. » Il avait ri et serré sa main. « Peut-être que tu devais devenir qui tu es maintenant, avant de pouvoir faire ce que tu as fait hier soir. Peut-être. » Ils avaient volé de retour à Chicago, à leur vie, à l'entreprise qui prospérait et la famille qui était saine et le futur qui était bright avec possibilité. Ils avaient volé de retour à tout ce que Jérôme lui avait dit qu'elle n'aurait jamais. Tout ce qui l'avait convaincue qu'elle ne méritait pas. Et vous savez quoi? Elle n'avait plus jamais regardé en arrière. L'histoire aurait dû s'arrêter là, avec elle s'éloignant de son passé et entrant dans son beau futur. Mais Jérôme n'était pas tout à fait fini. 3 semaines après le mariage, Robert lui avait montré un article qui était apparu dans un des blogs gossip d'Atlanta Drama de mariage. « Le grand jour d'un businessman local tourne en épisode Jerry Springer », disait le headline, complètement avec des photos floues de cell phone de cette nuit et un récap détaillé de tout ce qu'elle avait révélé. L'article était brutal. Il détaillait l'infertilité de Jérôme, les questions sur la paternité de ses enfants et l'entreprise qu'il avait bâtie avec l'argent de son ex-femme. Quelqu'un avait même posté l'audio de son discours, qui avait été vu des milliers de fois en ligne. Mais ce n'était pas la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante était enterrée dans la section commentaires, où plusieurs personnes qui prétendaient connaître Jérôme et Véronica personnellement partagèrent des détails additionnels sur leur relation. Apparemment, Véronica avait suspecté pendant des années que Kennedy n'était pas l'enfant de Jérôme. Il y avait eu une brève séparation autour du temps de la conception de Kennedy et Véronica voyait quelqu'un d'autre. Elle s'était convaincue que le timing collait, mais au fond, elle s'était toujours demandé. Jérôme, de son côté,
luttait financièrement plus que quiconque ne réalisait. L'entreprise de pressing allait bien, mais il vivait loin au-delà de ses moyens, essayant de maintenir une image de succès que son revenu réel ne pouvait pas supporter. Le mariage cher, les voitures fancy, les vêtements designer, tout était financé par du crédit et des prêts qu'il peinait maintenant à rembourser. En un mois après le mariage, Veronica avait déposé pour un divorce. Elle avait pris Kennedy et était retournée vivre avec ses parents, laissant Jérôme seul dans la maison qui était hypothéquée jusqu'au cou. Le scandale avait endommagé sa réputation d'entreprise avec plusieurs clients high profile prenant leur business ailleurs. Mais voici la partie qui l'avait vraiment touché. L'avocat de Veronica allait aussi après les assets de l'entreprise dans le divorce. Elle claimait qu'en tant qu'épouse, elle avait droit à la moitié de tout ce qu'il avait bâti pendant leur relation. Jérôme avait contre-attaqué en claim que l'entreprise prédatait leur mariage et donc n'était pas propriété commune. C'est là que l'avocat de Veronica avait fait un argument très intéressant. Si Jérôme avait utilisé l'argent de son ex-femme pour lancer l'entreprise, et si cette ex-femme n'avait jamais été correctement compensée pour son investissement, ce qu'on sait tous être le cas, alors techniquement les assets de l'entreprise pouvaient encore être considérés comme propriété maritale de son premier mariage. C'était un long shot légal, mais ça suffisait pour attacher les assets de Jérôme en cours pendant des mois, pendant que les avocats triaient tout. Elle avait appris tout ça parce que l'avocat de Veronica l'avait contacté. « Madame Roberts », avait dit la femme quand elle l'avait appelée au restaurant un mardi matin, « je m'appelle Jennifer Martinez et je représente Veronica Morrison dans ses procédures de divorce contre Jérôme Morrison. Je me demandais si tu serais prête à discuter de l'investissement que tu as fait dans l'entreprise de ton ex-mari. » Elle remuait une casserole de soupe quand elle avait appelé et elle avait dû s'asseoir pour processer ce qu'elle demandait. Quel genre de discussion avait-elle demandé prudemment? Eh bien, basé sur ce qui s'est passé au mariage et l'info qui est maintenant publique, il semble que tu puisses avoir une claim légitime à une portion des assets de l'entreprise si tu n'as jamais été correctement compensé pour ton investissement initial. S'il n'y avait pas d'accord formel sur comment cet argent devait être utilisé, alors légalement, tu pourrais encore avoir un intérêt financier dans la compagnie. Ça ne lui était jamais venu à l'esprit d'aller après l'argent de Jérôme. Elle avait sa propre entreprise réussie, sa propre sécurité financière. Elle n'avait besoin de rien de lui. Mais alors que Jennifer expliquait les principes légaux impliqués, elle avait commencé à comprendre que ce n'était pas vraiment à propos de l'argent. C'était à propos de justice. C'était à propos de tenir Jérôme accountable pour ce qu'il lui avait pris. « De combien on parle ?» avait-elle demandé. « Eh bien, ça dépend de plusieurs facteurs. Combien as-tu investi initialement? De quoi valait l'entreprise quand vous avez divorcé? De quoi elle vaut maintenant? Mais conservativement, on parle probablement de plusieurs centaines de milliers, possiblement plus. Plusieurs centaines de milliers. Assez pour étendre nos riches dans de nouveaux marchés. Assez pour mettre des fonds college pour ses filles. Assez pour s'assurer que sa mère ne s'inquiète plus jamais pour les factures médicales. J'ai besoin d'y penser, avait-elle dit à Jennifer. Bien sûr, mais Madame Roberts, tu devrais savoir que le statute of limitation sur ce genre de claim est en train de s'écouler. Si tu vas poursuivre légalement, tu dois agir vite. Elle en avait parlé avec Roberts cette nuit-là, après que les filles dorment. « Qu'est-ce que tu penses ?» lui avait-elle demandé. « Je pense que Jérôme te doit beaucoup plus que de l'argent. Mais si la loi dit que tu as droit à compensation pour ce que tu as investi, alors peut-être que tu devrais le prendre. Ça semble un peu comme kicker quelqu'un quand il est déjà down. Rosaline, cet homme t'a invité à son mariage spécifiquement pour t'humilier. Il a permis à sa nouvelle femme de t'appeler Baran devant une centaine de gens. Il a pris ton argent et ta loyauté et ton amour et les a jetés à ta figure. Il n'est pas down à cause de mauvaises chances ou circonstances hors de son contrôle. Il est down parce que ses mensonges l'ont enfin rattrapé. Roberts avait raison, mais elle luttait toujours avec la décision. Elle avait travaillé si dur pour dépasser son besoin de revenge, pour trouver la paix avec son passé. Aller après l'argent de Jérôme semblait un pas en arrière. Mais puis elle avait pensé à autre chose. Elle avait pensé à toutes les femmes qui avaient été à sa place. Des femmes qui avaient donné tout à des hommes qui leur donnaient rien en retour. Des femmes qui avaient été jetées et blâmées et faites se sentir comme des échecs. Des femmes qui n'avaient pas les ressources ou support système pour rebâtir leur vie comme elles l'avaient fait. Et si ce n'était pas à propos de revenge? Et si c'était à propos de cet imprécédent? Et si c'était à propos de montrer à d'autres femmes qu'elles n'avaient pas à accepter d'être traitées comme des convenances jetables?
Elle avait rappelé Jennifer le matin suivant. « Je veux poursuivre la claim », lui avait-elle dit. « Pas pour la revenge, mais pour la justice. Et je veux donner tout ce qu'on récupère à des organisations qui aident les femmes à rebâtir leur vie après divorce. C'est très généreux de ta part, Madame Roberts, et ça aidera probablement avec les optiques du cas si le juge voit que tu n'essaies pas juste de t'enrichir sur les misfortunes de ton ex-mari. » Le processus légal avait pris 8 mois. 8 mois de déposition et review de documents et audiences de cour qu'elle n'avait pas eu à assister la plupart du temps. 8 mois des avocats de Jérôme essayant d'argumenter que l'argent qu'elle lui avait donné était un cadeau, pas un investissement, et donc pas sujet à repaiement. Mais elle avait cet enregistrement. L'enregistrement où Jérôme disait clairement qu'elle investissait en eux, en leur avenir, et promettait qu'ils auraient tout ce dont ils avaient toujours rêvé ensemble. L'enregistrement qui prouvait que l'argent venait avec des attentes et promesses qui n'avaient jamais été remplies. À la fin, le juge avait ruled qu'elle avait droit à compensation égale à son investissement original plus intérêt et une portion de la croissance de l'entreprise qui pouvait être attribuée à ce funding initial. Le total montait à juste plus de 400 000 $. Jérôme avait dû vendre un de ses 3 locations de pressing pour payer le jugement. Mais voici la chose qui l'avait le plus surprise sur tout le processus légal. Elle ne s'était pas sentie vindiquée ou triomphante quand ils avaient gagné. Elle ne s'était pas sentie comme si elle avait eu sa revanche ou prouvé sa valeur. Elle s'était juste sentie donne. Donne avec Jérôme. Donne avec ce chapitre de sa vie. Donne avec Porter n'importe quelle colère ou ressentiment sur ce qui lui était arrivé. L'argent n'était pas une victoire. C'était juste le point final à la fin d'une très longue phrase. Elle avait tenu sa promesse sur donner l'argent. Elle avait trouvé 3 organisations à Chicago qui aidèrent les femmes en transition hors de mariages abusifs ou malheureux, fournissant training job, child care, assistance légale et support émotionnel. 400 000 $ divisés en 3 pouvaient aider beaucoup de femmes à se relever. Le donation avait fait les news locales, ce qui avait mené à un feature story sur Nourish et son voyage personnel. Cette story avait mené à des engagements de speaking, qui avait mené à un book deal, qui avait mené à un tout nouveau chapitre de sa vie, comme quelqu'un qui aidait d'autres femmes à trouver leur force après que la vie les ait mises down. Mais c'est une autre histoire pour un autre jour. La chose importante est que 5 ans après que Jérôme l'ait invitée à son mariage pour l'humilier, elle se tenait sur une scène à une conférence d'empowerment des femmes à Denver, regardant une audience de 500 femmes venues entendre sur la résilience et la réinvention, et refuser de laisser les autres définir ta valeur. L'homme qui m'a brisé, leur avait-elle dit, pensait qu'il invitait une victime à son mariage. Au lieu de ça, il a invité la femme qui exposerait ses mensonges, reclaimerait son pouvoir et utiliserait son expérience pour aider des centaines d'autres femmes à faire de même. Les applaudissements avaient été tonitruants, mais ce n'était pas ce qui comptait pour elle. Ce qui comptait étaient les femmes qui étaient venues vers elle après, larmes aux yeux, lui disant que son histoire leur avait donné de l'espoir, qu'elles avaient été où elle était, senti ce qu'elle avait senti, cru ce qu'elle avait cru sur elle-même et ce qu'elle méritait. Ce qui comptait étaient les emails qu'elle recevait de femmes qui avaient quitté leur propre Jérôme, trouvé leur propre Roberts, bâti leur propre Nourish. Des femmes qui avaient appris qu'être jetées par quelqu'un qui ne pouvait pas voir ta valeur n'était pas une réflexion de ta valeur. C'était une réflexion de leur cécité. Cette nuit à Denver, elle avait appelé Roberts depuis sa chambre d'hôtel. « Comment ça s'est passé ?» avait-il demandé. Et elle pouvait entendre les filles bavarder en fond, probablement en train de lutter contre l'heure du coucher comme elle le faisait chaque nuit qu'elle était absente. « Ça s'est passé parfaitement, » lui avait-elle dit. « Je pense que je suis prête à rentrer maintenant. On est prêt pour que tu rentres aussi. » Zuri t'a dessiné un arc-en-ciel. Et Zara a appris à épeler entrepreneur parce qu'elle dit que c'est ce que maman est. Et Zoé m'a demandé si tu étais famous maintenant, parce que les gens veulent toujours prendre des photos avec toi. Elle avait ri. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que maman était toujours famous dans notre maison, mais que maintenant les autres gens commencent enfin à figurer ce qu'on a toujours su. Je t'aime. Je t'aime aussi. Rentre et raconte-nous tout sur comment tu as changé le monde aujourd'hui. Elle était rentrée. À la maison à Chicago, à la maison avec sa famille, à la maison au restaurant qui avait commencé comme une tentative désespérée de survivre et était devenu un symbole de ce qui était possible quand tu refusais de laisser les limitations de quelqu'un d'autre définir ton potentiel. Le mariage de Jérôme.
avait voulu être son humiliation. Au lieu de ça, il était devenu le moment où elle avait enfin pleinement, complètement stepped into qui elle était toujours censée être. Et la femme qu'elle était devenue était tellement plus que la femme qu'il avait essayé de garder petite aurait pu imaginer. Parfois, la meilleure revenge n'est pas de la revanche du tout. Parfois, c'est juste vivre si bien, si pleinement, si authentiquement que la personne qui t'a blessé devient irrelevant à ton histoire. Ils deviennent une footnote dans le roman épique de ta vie. Un bref chapitre qui devait arriver pour que tous les beaux chapitres qui suivaient puissent se dérouler exactement comme ils devaient. Elle n'avait plus jamais vu Jérôme après cette nuit de mariage. Elle avait entendu qu'il travaillait maintenant pour l'entreprise de pressing de quelqu'un d'autre maintenant que le scandale, et les lawsuits lui avaient coûté la plupart de ce qu'il avait bâti. Elle avait eu pitié de lui à la fin, pas parce qu'il luttait, mais parce qu'il ne comprendrait jamais ce qu'il avait jeté. Il ne saurait jamais ce que ça faisait d'être vraiment, complètement, inconditionnellement aimé par quelqu'un qui voyait tout de lui et le choisissait quand même. Il n'expérimenterait jamais la joie de bâtir quelque chose de significatif avec un vrai partenaire, de créer une vie qui était plus grande et plus belle que n'importe quoi que chacun aurait pu atteindre seul. Il pensait avoir gagné en la quittant, mais à la fin, la seule personne qui l'avait défaite était lui-même. Quant à elle, elle avait gagné le seul prix qui comptait vraiment, la vie qu'elle était toujours censée vivre avec les gens qu'elle était toujours censée aimer, faisant le travail qu'elle était toujours censée faire. Et cette victoire était plus douce que n'importe quelle revenge aurait pu l'être. En y repensant maintenant, elle pouvait voir que chaque moment douloureux de son mariage avec Jérôme la préparait pour l'abondance qui attendait de l'autre côté de cette douleur. Chaque jour qu'elle avait passé à questionner sa valeur lui apprenait à reconnaître le vrai amour quand il arrivait enfin. Chaque dollar qu'elle avait économisé et donné posait la fondation pour l'empire qu'elle bâtirait éventuellement à ses propres termes. La femme qui était entrée au mariage de Jérôme, avec des triplés sur les hanches et de la dignité, dans le cœur était quelqu'un qu'elle n'aurait jamais pu devenir si elle était restée mariée à un homme trop petit pour apprécier ce qu'il avait. Alors merci Jérôme, d'avoir été exactement qui tu étais. Merci de m'avoir montré ce que je ne voulais pas, ce que je n'accepterais pas, ce que je valais plus qu'eux. Merci de m'avoir brisé si complètement que je n'avais pas le choix que de me rebâtir en quelqu'un d'imbrisable. Merci de m'avoir invité à ton mariage. C'était exactement la closure dont elle n'avait pas su avoir besoin. Son nom était Roselaine Roberts. Elle était une femme d'affaires réussie, une épouse dévouée, une mère aimante, et une femme qui avait appris que parfois, le plus grand don que quelqu'un peut te donner est de te montrer que tu mérites mieux que ce qu'ils offrent. C'était son histoire, et elle avait une fin très heureuse. Maintenant, dites-moi ce que vous auriez fait si vous aviez été dans mes chaussures. Auriez-vous juste ignoré l'invitation? Ou pensez-vous que j'en ai trop fait ou dit trop? Dites-le moi juste dans la section commentaires, car j'adorerais lire de vous. Avant de partir, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches. On poste des vidéos tous les jours sur cette chaîne, donc c'est bien si vous checkez d'autres vidéos ici aussi. N'oubliez pas de commenter vos pensées et opinions sur cette histoire. On se voit dans la prochaine histoire. Bye.